Alors bonsoir ou bonjour, selon l'endroit ou les moments où est-ce que vous écoutez ce petit webinaire du lundi soir, qui est un petit rendez-vous qu'on fait régulièrement maintenant afin de répondre aux questions que les gens pourraient avoir concernant la pratique personnelle, professionnelle. Alors, ça s'adresse un petit peu également au grand public aussi, puisque les gens peuvent aussi se présenter, avoir des questions sur la pratique intuitive d'une façon générale ou sur leur vie, puisqu'on peut effectivement directement répondre à des questions plus personnelles aussi pendant ces webinaires-là. Donc, c'est un webinaire qui est un petit peu ouvert à plein de possibilités. Alors, c'est vous qui finalement modelez un petit peu le rythme du webinaire, sauf la première étape, puisque la première étape, c'est un petit, je vous propose un petit entretien qui peut s'apparenter à une forme de conférence, hein. Alors, ce soir, j'ai tombé sur un article qui m'a intéressé et j'ai eu envie de vous en parler. C'est dans la revue Quantum Experience. C'est une revue française qui est plutôt bien. Je vous la présente à l'instant, voilà. Et le numéro, le thème qui était de ce numéro-là que j'ai avec moi, c'est sur l'éveil. Je sais que j'ai fait une petite conférence sur l'éveil récemment. Et là, il y avait donc Laura Marie, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une dame qui est assez populaire, qui est assez connue sur le web, en fait, qui est beaucoup plus connue que moi. Je lui en veux. Non, mais je blague, là. Mais, et qui est connue dans même pas mal et qui a un blog qui est assez écouté aussi. C'est une belle blonde. J'ai pensé me teindre en blond, moi aussi. Là. J'y réfléchis encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me donner un signe, un petit message là-dessus. Alors, évidemment, je blague, mais bon. Elle a fait un article sur les 11 symptômes de l'ascension. Alors, moi, je rebaptisé ça avec les 11 symptômes de l'éveil. Oui, mais Virginie me dit c'est cliché, mais oui, mais les clichés, ça fonctionne encore. Ça fonctionne très bien, je te jure. On est encore dans un ère où les clichés sont encore très, très présents, malheureusement. J'en suis désolé, mais c'est comme ça, hein. L'éveil est loin. On est encore loin de l'éveil, hein. Alors, je blague évidemment toujours, mais bon, j'ai pensé faire une petite présentation là-dessus parce que j'avais envie de commenter, en fin de compte, les 11 symptômes de l'ascension qu'elle nomme. Alors, évidemment, Laura Marie, c'est une personne qui a donc un certain cheminement, donc elle se présente effectivement comme quelqu'un qui a un certain processus d'éveil et qui a un désir de transmettre évidemment donc un enseignement spirituel concernant l'éveil et qui, entre autres, tient compte aussi beaucoup du fait qu'elle fait partie à quelque part d'un regroupement de gens qui ont une volonté donc de favoriser cet éveil-là. Alors, évidemment, vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur YouTube en faisant Laura Marie. Vous allez pouvoir jeter un coup d'œil. Donc, ça me fait plaisir de vous la faire connaître si vous ne la connaissez pas. C'est quelqu'un d'intéressant. Bon, il y a des choses que je vais vous dire à travers les 11 symptômes qui vont vous amener un petit peu à voir un petit peu ma position plus claire par rapport à cette personne-là. Mais c'est pas tant la personne que sur le message qu'elle souhaite donner que j'avais envie de vous partager. Parce que je trouve que c'est intéressant de présenter les 11 symptômes de l'ascension. Je la remercie de ce travail-là qu'elle a fait. Et moi, évidemment, mon rôle, ça va être de évidemment vous les présenter dans un contexte de la pratique intuitive pour essayer d'un petit peu avancer, progresser. C'est un peu l'idée hein, de chacun de ces petits webinaires-là. Donc, les 11 symptômes de l'éveil, je vais les appeler comme ça parce que l'ascension, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ça, parce que l'ascension, ça met en évidence évidemment cette idée que la conscience humaine, que les humains sont en train d'ascensionner, c'est-à-dire qu'ils sont en train, à quelque part, d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs, leur permettant de pouvoir justement élargir leur champ de conscience, se libérer de la matrice, comme on dit, etc., accéder à une vision plus globale et plus riche de la vie, et c'est tant mieux. Moi, j'ai toujours été méfiant par rapport à cette façon de présenter les choses parce que je suis, j'ai une certaine expérience de vie, j'ai 55 ans, j'ai malheureusement passé à travers un long processus où j'ai vu des gens me dire qu'ils étaient en ascension, ou ils étaient en état d'éveil, qu'il y a alors plein de gens qui allaient finalement s'éveiller à une certaine époque. Donc, ça s'est fait avec le Nouvel Âge au départ. Ça s'est fait ensuite à travers d'autres mouvements de pensée ou croyances qui se sont manifestés durant cette laps de temps-là où moi j'ai été finalement impliqué, je dis toujours, mais dans une démarche intuitive et où je voyais des gens qui me racontaient des trucs et puis malheureusement, j'ai constaté souvent que c'était des modes, c'est-à-dire que les modes, à partir du moment qu'elles sont passées, elles ne sont plus intéressantes et on passe à autre chose tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'actuellement on est dans une mode, parce que je crois que l'être humain est vraiment dans un processus de transformation pour toutes sortes de raisons. Certainement que en fin de compte, l'être humain, là où il est emmené présentement, on peut certainement penser
qu'il est dans un ère de transformation, puisqu'il y a plein de... On pourrait dire que le rationnel et l'intuition sont en train de se rencontrer. C'est-à-dire qu'avant, on voyait plein de choses qui étaient ésotériques, qu'on pouvait percevoir comme étant ésotériques et qu'on pouvait juger comme étant ésotériques. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de le faire, puisque la science, la physique quantique, entre autres, amène déjà comme un autre regard sur ce qui était perçu comme étant ésotérique et pas sérieux. Donc, inévitablement, on est déjà dans une position où notre mental commence à se rendre à devenir, à accepter plein d'éléments ésotériques qui étaient perçus comme vraiment pas sérieux, et que là, on commence à se dire, mais non seulement c'est sérieux, mais ça peut avoir, c'est même démontrable scientifiquement parlant, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est un élément important. Je crois que l'Internet contribue beaucoup, beaucoup à une transformation de l'être humain, puisque l'Internet fonctionne un peu comme un cerveau. Et on a des pensées qui partent, qui viennent dans notre cerveau. Ben, quand on est sur Internet, on part et on va dans divers espaces virtuels. Donc, on est très proche quand même de fonctionnement cérébral. Et je pense que ça nous donne accès, effectivement, au niveau de notre imaginaire, à une compréhension qu'on est tous reliés, puisque par l'Internet, on est tous reliés en quelque sorte. Moi, par exemple, je suis dans un endroit à la campagne en France actuellement, et puis bon, voilà, j'ai pu communiquer avec vous. Vous pouvez communiquer avec moi. Quand je suis au Québec, je peux le faire sans que vous sachiez que je suis au Québec ou que je suis en France ou que je suis ailleurs. Donc, vous voyez que l'Internet permet vraiment une certaine liberté et nous permet de constater qu'on est vraiment reliés dans le sens véritable. Et dans ce sens-là, bien évidemment, tout le processus de l'éveil nous amène aussi à prendre conscience qu'on est éveillé. Éveillé dans le sens qu'on est en train de prendre conscience qu'on a vraiment une démarche euh, où on reconnaît quelque part qu'on a cet état d'ouverture-là. Et puis les téléphones cellulaires qui aussi nous ont fait comprendre qu'on était toujours reliés. On pouvait appeler en Chine par un téléphone cellulaire sans fil. Alors qu'on commence à comprendre quelque part avec la physique quantique aussi que toute cette convention, toute cette idée quelque part d'utiliser un téléphone cellulaire ou de travailler avec l'Internet, ben, quelque part, ben, on pourrait le faire avec notre mental. On commence à s'ouvrir à ça parce que ça devient logique, ça devient comme implacable, comme une réalité, comme découverte. C'est comme, ben oui, c'est tout à fait normal, on est capable de le faire. C'est là qu'on ne l'a pas fait encore. Alors, vous voyez que dans ce sens-là, évidemment, il y a tout un processus d'évolution, je dirais, au niveau de l'être humain par rapport à sa réalité qui nous amène donc sans doute à une forme d'éveil, et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'être humain. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cet éveil-là? Parce qu'évidemment, c'est bien beau de dire je suis en train de m'éveiller, mais je m'éveille à quoi? Alors, si je n'ai pas fait de travail sur moi pendant X temps, c'est pas parce que je m'éveille demain matin que je vais être capable de gérer cet éveil-là et en faire quelque chose de constructif. Je vais être coloré par mes propres croyances, coloré par ma propre vie, par par ma propre idée, quelque part, qui vont émaner de part et d'autre. Et finalement, je ne serai pas dans un processus où je serai capable de développer une maturité requise pour arriver à l'éveil. Ceci dit, je ne prétends pas avoir l'éveil comme tel. Moi, je n'ai pas cette idée de vouloir vous dire je suis éveillé ou je ne suis pas éveillé. Pour moi, quelque part, ce n'est pas très important l'idée de se prétendre éveillé ou pas éveillé, puisque quelque part, l'idée de tout ça, c'est pas, on n'a pas à déterminer si on est éveillé ou pas. On a à déterminer si on a des habiletés à accéder à cette réalité parallèle. Je pourrais vous dire que oui, j'ai certainement des habiletés à accéder à cette réalité parallèle. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que je peux me permettre aujourd'hui peut-être de vous parler de ces 11 symptômes-là, de finalement faire des commentaires sur les 11 symptômes qui ont été identifiés par Laura Marie et qu'on retrouve dans cet article-là dans la revue dont je vous parlais tantôt, mais qu'on retrouve également sur Internet gratuitement aussi. Le premier, on va commencer si vous voulez bien. Alors, il y a un petit Virginie qui me disait non, j'ai des clichés, c'est une expression française pour dire tu en serais capable pour l'histoire de te teindre en ballon. Ah, ben je te remercie Virginie, je n'avais pas pensé que tu m'aurais cru capable que je me teigne en blond. Alors vraiment, je ne sais pas comment le prendre, mais enfin, je vais essayer de 3 petits points d'expansion, de suspension pour répondre à cela. Donc, le 11 septembre, on commence avec le premier. Donc, le sentiment de vivre dans une réalité parallèle. Alors, c'est certain que lorsqu'on commence à explorer le travail intuitif, tel que je l'enseigne, ou qu'on commence justement à devenir conscient, c'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience à quelque part, l'éveil nous amène à constater que la réalité, on commence à la questionner. C'est-à-dire ce qu'on voit comme étant la réalité, on commence à la questionner et on commence à se dire que, à quelque part, il y a quelque chose de plus grand que moi, plus grand que ce que je suis. Donc, la réalité que je vois est intéressante, elle est réelle, mais à quelque part, il y a quelque chose de plus grand, de plus vrai que ça, à laquelle je n'ai pas accès et que j'aurais envie d'avoir accès. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte, effectivement, que
cette idée qu'on vit dans une réalité parallèle, ben, m'amène justement à dire, ben, c'est quoi cette fameuse réalité parallèle-là? Donc, ça nous amène donc à nous intéresser habituellement, bon, à la littérature, d'une part, parce que dans la littérature, on retrouve énormément d'informations sur cette possible réalité parallèle. Et évidemment, ça nous amène aussi à développer peut-être un enseignement, d'aller chercher un apprentissage qui va nous donner accès à cette réalité parallèle-là. Donc, il y a la méditation, il y a plein de choses qui vont nous permettre d'appréhender un peu cette réalité parallèle-là. C'est sûr que le travail que moi je propose au niveau intuitif permet de l'aborder d'une façon plus directe, puisqu'on reconnaît quelque part que cette réalité-là existe, et on reconnaît, on cherche à identifier de quelle façon qu'elle fonctionne, cette réalité-là, d'une façon expérimentale. C'est ça, quelque part, que moi je considère qui est vraiment fondamental dans cette idée d'explorer la réalité parallèle, c'est qu'on pourrait très bien philosopher sur cette réalité parallèle en se disant, mais voici comment la réalité parallèle fonctionne et de quoi elle se compose, etc. Et moi, je trouve ça dangereux parce que quand on commence à schématiser l'idée que la réalité parallèle fonctionne d'une certaine façon, ben, on est en train, quelque part, de tomber dans un intellectuel, dans un intellect qui, lui, va commencer à nourrir son mental de ce qu'on est en train de lui transmettre. C'est-à-dire qu'on est en train de se fermer d'une certaine façon à l'expérience, expérience qui me permettrait d'accéder à cet univers parallèle. Alors, dans la pratique intuitive que moi je propose, c'est ça qu'on fait. On ne se pose pas autant de questions rationnelles, savoir comment ça fonctionne, mais on cherche davantage à se mettre en relation avec c'est quoi cette réalité parallèle-là et concrètement de quelle façon que je peux la développer. Alors moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé parce qu'évidemment, vous savez comme moi que des beaux discours, hein, on va en avoir, plein de gens peuvent en faire et des beaux discours, ça permet de quoi? Ça permet simplement de nourrir notre mental. Et si on nourrit notre mental, mais cette fameuse réalité parallèle, elle devient un schéma intellectuel qui ne nous permet pas d'accéder à autre chose que simplement une réalité mentale. Alors, je pense que c'est important de comprendre que pour être capable d'arriver à être à l'aise dans cette réalité parallèle, de la comprendre, mais il faut effectivement l'expérimenter. Puis l'expérimenter, c'est pas à travers une dimension intellectuelle. Alors, c'est une dimension donc expérientielle. Et cette dimension expérientielle, elle doit dépasser le stade, je dirais, euh, de celui du touriste que j'appelle. Tu sais, le touriste, c'est celui finalement qui se promène dans un endroit et qui va visiter beaucoup d'endroits dans un espace très court et qui va se dire après ça, ben j'ai voyagé de tel endroit, tel endroit, tel endroit, mais il ne pourra pas dire, je connais parfaitement le lieu, je peux pas dire, il ne peut pas dire non plus qu'il a connu le lieu à quelque part en profondeur. Il ne fait qu'un survol. Donc, l'idée de reconnaître qu'on vit dans une réalité parallèle, c'est intéressant. Ça peut s'apparenter à l'idée d'être simplement quelqu'un qui dit, ben oui, il y a une réalité parallèle, et simplement nourrir son mental en disant, ben voici, j'ai lu tel livre, tel livre, tel livre, tel livre, qui confirme que on est dans une réalité parallèle, et à rester à un niveau très intellectuel. Ce serait dommage. Je pense qu'on doit vraiment, à ce stade-ci de l'évolution humaine, franchir une autre étape que simplement développer des concepts intellectuels. Parce que les concepts intellectuels, c'est des croyances. Et les croyances, à quelque part, font partie de cette fameuse fausseté dans laquelle on baigne depuis un X temps et qui nous empêche d'accéder à cette réalité parallèle. Parce que la réalité parallèle, elle est une réalité. Donc, si c'est une réalité, je n'ai pas à me faire dire comment elle est cette réalité-là. Je dois y accéder tout simplement. Donc, ça, c'est un élément, un des premiers éléments que je voulais apporter par rapport à ces fameux symptômes de l'ascension, c'est que si moi, j'ai le sentiment de vivre dans une réalité parallèle, ben, quelque part, je suis un touriste tant et si longtemps que je n'ai pas pris le temps, quelque part, d'aller découvrir cette réalité parallèle-là par mes propres moyens. Et comment va-t-on faire cela? C'est justement en développant mon habileté à voyager par le biais du support imaginaire, par le biais des images, des sensations et des mots, dans cet univers parallèle, afin de découvrir la richesse dans lesquelles que cet univers parallèle me donne et de me permettre de me faire une idée moi-même. Alors évidemment, si je suis quelqu'un qui me dit, bon, voici l'univers parallèle, il existe de telle façon, telle façon, telle façon, ben, quelque part, je suis vraiment comme une personne qui envisage de faire un voyage dans un pays et qui se met à lire des livres sur le pays en question pour se faire une idée de comment le pays est et comment, à quoi il ressemble, qu'est-ce qui mérite d'être vu, qu'est-ce qui mérite de ne pas être vu, etc. Et à ce moment-là, évidemment, on se prive à quelque part de l'opportunité d'éventuellement se dire, ben, je vais aller visiter ce pays-là. Hein, parce que pour visiter le pays, il faut effectivement un minimum. Alors, j'ai beau être éveillé, pressentir qu'il existe un univers parallèle au mien, si je n'ai pas les outils pour y arriver, je n'y arriverai jamais. Alors ça, c'est un premier élément dont je voulais parler concernant les 11 symptômes de l'éveil. Le deuxième, c'est le sentiment d'avoir retrouvé sa vraie nature. Alors ça, c'est déjà différent
Parce que le sentiment d'avoir retrouvé sa vraie nature, ça veut donc dire quelque part que je me lève un matin et que je me réapproprie à quelque part qui je suis. C'est-à-dire, je me reconnais, je touche un espace en moi et je dis, voilà, j'ai retrouvé ma vraie nature. Alors, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie nature. Maintenant, la question qui va se poser, à partir du moment que j'ai retrouvé ma vraie nature, c'est comment vais-je faire pour garder cette vraie nature-là en moi, vivante, et la rendre plus en plus importante afin qu'elle devienne de plus en plus riche à l'intérieur de moi-même. Alors ça, c'est un défi qu'on a, encore une fois, qui nous ramène encore une fois à l'expérience, c'est-à-dire que moi, je peux très bien dire que j'ai retrouvé ma vraie nature, mais cette vraie nature que j'ai retrouvée aujourd'hui, il n'est pas dit que je vais la préserver ou la conserver à travers le temps et l'expérience. Ça veut donc dire quelque part que je dois développer un apprentissage, un enseignement qui va m'amener à développer cette véritable nature-là en moi. Alors, cet enseignement-là peut être varié. Hein, on peut le découvrir à travers la méditation, on peut le découvrir à travers le yoga, on peut le découvrir à travers diverses traditions spirituelles, on peut arriver à le développer à travers le développement de l'intuition. Tout ça, c'est des moyens, quelque part, qui vont nous aider à cultiver cette vraie nature-là. Puis, évidemment, un des éléments fondamentaux de cette idée de la vraie nature, c'est comment moi, je peux définir que c'est ma vraie nature que je retrouve en moi. Hein? C'est parce que quelque part, je me sens aligné avec moi-même. Et cet alignement-là, pour être capable de pouvoir dire que je me retrouve avec cette véritable nature qui est en moi, de vraiment le confirmer, ça demande à quelque part que je me connaisse. Alors, pourquoi je vous dis ça? Alors, il y a une conférence récente que j'avais faite dans un webinaire sur l'éveil, et dans lequel je vous avais parlé des crises transpersonnelles, des crises spirituelles. Ces crises spirituelles-là, évidemment, sont beaucoup bâties sur le principe que l'ego peut me manipuler. C'est-à-dire que l'ego, parce qu'il a envie, lui, d'avoir une certaine valeur, s'il considère que l'éveil est quelque chose d'important pour lui, mais il pourrait effectivement se valoriser beaucoup dans l'idée de se dire, ben voilà, j'ai retrouvé ma vraie nature, je suis un guérisseur, je dois guérir tout le monde, j'ai changé le monde. Vous voyez un peu le concept. Et là, évidemment, on va se retrouver dans une position où c'est l'ego qui va se manifester et qui va s'imposer à nous en quelque sorte et qui va nous amener dans une voie qui n'est pas nécessairement ma voie nécessairement. C'est une voie, c'est plutôt un désir d'ego qui se manifeste à ce moment-là. Donc, vous voyez la nuance. Donc, le sentiment d'avoir retrouvé sa vraie nature, oui, mais en même temps, il y a des nuances que je voulais apporter encore une fois pour bien mettre en évidence que l'idée que les symptômes de l'éveil, à quelque part, c'est quelque chose qui nous met en contact inévitablement à travers un élément fondamental, c'est est-ce que je me connais bien. Parce que si je ne suis pas capable de bien me connaître, je peux facilement me faire manipuler par rapport à ce deuxième point-là que Laura Marie elle présentait. La volonté d'être au service. C'est un troisième point qui est intéressant. La volonté d'être au service met bien en évidence quelque part que j'ai atteint un certain niveau de conscience qui m'amène à me dire, ben moi j'ai envie de servir l'humanité. J'ai plus envie à quelque part de faire des choses qui sont en désaccord avec la société, ou en désaccord avec mes visions ou mon ressenti intérieur. J'ai envie donc d'apporter à l'humanité quelque chose qui va amener donc la conscience humaine à évoluer, à progresser, à cheminer. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui demeure intéressant. Puis c'est un fait que lorsqu'on s'éveille, ben quelque part, on prend conscience que les valeurs sociales, les valeurs humaines, telles qu'elles ont été développées jusqu'à maintenant, à travers les systèmes politiques, économiques qui ont été vécus, on arrive à se dire, ben, j'ai peut-être plus envie de participer à ça, j'ai peut-être envie, moi, de prendre un autre chemin, une autre voie, et c'est ça qui va m'amener vers ce troisième point, donc de vouloir transmettre un service. Le quatrième point, donc, volonté d'accomplir sa mission. Alors, ici, c'est intéressant parce que la volonté d'accomplir sa mission, il y a deux aspects là-dedans. La volonté d'accomplir sa mission, Laura Marie derrière le présente beaucoup comme ça, c'est la volonté d'accomplir sa mission. La volonté, ça veut dire moi en tant qu'ego, j'ai le désir d'accomplir ma mission. Alors, c'est intéressant parce que volonté d'accomplir sa mission, c'est qu'à partir du moment que je suis dans un état d'alignement et d'éveil, je suis beaucoup moins dans un processus d'ego. Je suis beaucoup moins dans un processus égocentrique, narcissique, qui a envie je veux faire ça, hein, je veux accomplir ma mission. Non, on est dans un processus de détachement par rapport à ça, où on accueille l'idée que oui, bien sûr, on peut avoir une mission et on va faire ce qu'il faut pour que la mission se concrétise, mais on n'aura pas cette espèce de démarche égocentrique ou narcissique, volontaire. On va plus dans un mode où on va être justement en train de reconnaître à quelque part que bien sûr qu'on a à faire quelque chose
et qu'on va le faire dans les meilleures conditions possibles, en étant conscient quelque part de où est-ce que je suis et où est-ce que les autres êtres humains sont. Ça, pour moi, c'est une marque de maturité. C'est-à-dire que moi, j'ai beau arriver en disant à l'humanité, j'ai la vérité. Si l'humanité, maintenant, avec des tomates puis des pierres, surtout des pierres, les tomates, c'est un petit peu moins grave, mais si ce sont des pierres, bien évidemment, ça peut me faire mal. Donc, si je n'ai pas la maturité requise, je vais vouloir convaincre ces gens-là que j'ai la vérité. Et ces gens-là vont arriver avec leurs tomates, puis ils vont les pierres, et ils vont les lancer. Ils vont vouloir me faire comprendre quelque part qu'ils me perçoivent finalement comme quelqu'un de pas juste, de pas correct avec cette vérité-là, alors que pourtant, je suis convaincu d'avoir la vérité. Donc, vous voyez que quand j'ai cette volonté d'accomplir ma mission coûte que coûte, il y a un danger à ça, c'est de vouloir m'imposer à l'humanité. Et en m'imposant à l'humanité, bien, quelque part, c'est de me mettre dans une position où j'essaye, à quelque part, de convaincre les gens que j'ai la vérité et que cette vérité-là, quelque part, ben, je veux l'imposer à tout le monde parce que j'ai la vérité absolue. Mais qu'est-ce que je suis pour savoir que c'est quoi cette vérité-là que j'ai? Hein? Vous voyez, alors, il y a quelque chose, on a tous des vérités, on pourrait voir ça comme ça. Donc, à quelque part, il y a quelque chose à nuancer sans doute dans cette volonté d'accomplir cette mission parce qu'encore là, ça touche beaucoup la notion de l'ego, puis ça touche également beaucoup l'idée que lorsqu'on est dans une position d'alignement et d'éveil, je pense qu'on est dans un processus où on ne cherche pas à vouloir convaincre les gens, on cherche à leur montrer un chemin, à leur montrer une voie, et que si ça leur tente, ils ont envie de suivre ce chemin-là, ils vont simplement le suivre. Donc ça, ce sera un petit peu la nuance que j'apporterai par rapport à ce quatrième point-là. Le cinquième point, c'est besoin d'être aligné à son âme. Alors ça, c'est intéressant parce que besoin d'être aligné à son âme. Ça veut donc dire que je suis capable de dire que je suis aligné à mon âme ou pas. Encore là, vous voyez, c'est un petit point important parce que si j'ai besoin d'être aligné à mon âme, il faudrait que je définisse qu'est-ce que c'est que l'âme. Déjà en soi, c'est un problème en soi de réflexion, de se dire, OK, je veux être connecté avec mon âme, mais c'est quoi être aligné à mon âme? C'est qu'est-ce qui se passe quand je suis aligné à mon âme? Alors, on revient encore une fois à tout l'aspect, est-ce que je suis capable, moi, d'identifier l'être que je suis aligné à l'âme, puis en quoi je ne le suis pas si je ne le suis pas, puis en quoi je le suis si je le suis? Est-ce que je suis capable de bien différencier ça? Parce que si on commence à parler de simplement de ressenti, ben, moi, je pourrais dire, ben, moi, je sens que je suis aligné à mon âme, ou je sens que je ne suis pas aligné à mon âme. Alors, vous voyez qu'on tombe dans quelque chose d'un petit peu de subjectif. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait être vraiment, je vous donne un exemple très caricatural, mais juste pour faire vraiment une exagération, puis faire comprendre quelque part la réflexion autour de ça, c'est que si, mettons, quelqu'un se dit être aligné à son âme, par exemple, si on vient avec lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler, par exemple, si Hitler affirme qu'il est aligné à son âme, par exemple, il a le droit de dire ça. Lui, il est convaincu que c'est ça. Alors, vous comprendrez que ça nous amène à nous dire, OK, Hitler est aligné à son âme, puis quand on regarde ce qu'il a fait par la suite, dans cette Deuxième Guerre mondiale, on peut se dire, OK, dans cet état d'alignement-là, il nous a amené à faire ces actions-là. Est-ce qu'il était vraiment aligné? Alors, comment on peut faire pour déterminer quelqu'un qui est aligné à son âme ou pas? Il y a, il y a des gens qui pourraient, on pourrait certainement penser quelque part que quelqu'un qui est aligné à son âme, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le pouvoir. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'ego. C'est quelqu'un qui cherche, qui a de l'humour, qui cherche à faire avancer les gens, à les faire évoluer, sans chercher à les contrôler, sans chercher à les dominer, sans chercher justement à les casser. Vraiment dans un processus d'amour inconditionnel qu'il manifeste envers les gens. Donc, si on parle du principe que quelqu'un qui a besoin d'être aligné à son âme, ben, quelque part, c'est quelqu'un qui a envie donc de cette bienveillance-là, qui a envie quelque part de se mettre dans une position d'amour envers lui-même et envers son entourage. On peut certainement penser que ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Dans la pratique intuitive, être aligné à son âme, ça signifie justement que moi, en tant qu'être humain, en tant que corps physique, je suis entouré donc d'un rayonnement énergétique au niveau de mon champ. Et dans ce champ énergétique-là, j'ai aussi une structure psychologique, mon histoire personnelle qui est autour. J'ai également des mémoires psychogénéalogiques, des mémoires d'autres vies. Puis, à quelque part, l'alignement, c'est effectivement me relier à la source lumineuse qui me permet de me connecter dans toutes les sphères que je viens de nommer, jusqu'à mon corps physique, et de sentir vraiment qu'il y a une forme d'alignement, qu'il n'y a pas de heurts, qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est ce que j'appelle, moi, un alignement de l'âme, personnellement, dans ma pratique intuitive. C'est-à-dire que moi, quand je regarde quelqu'un, je peux dire à cette personne-là le degré d'alignement d'âme qu'elle peut avoir. Alors, évidemment, c'est subjectif aussi. Je n'ai pas la vérité. Sauf que, évidemment, vous comprendrez que si on n'a pas de moyens par rapport à ça, on tombe dans des croyances, dans des affirmations, dans des ressentis qui ne sont pas basés du tout sur des moyens
minimale pour le déterminer. Donc, c'est pour ça que c'est un point intéressant, mais c'est un point en même temps qui entraîne évidemment comme une grande réflexion à savoir, bon, je veux être aligné à mon âme, mais qu'est-ce que c'est que d'être aligné à son âme? C'est un point que je trouve qui est assez important quelque part, sur lequel il faut réfléchir. Et c'est quand même dans ce sens-là qu'on ça nous ramène quand même à la connaissance de soi. La connaissance de soi me permet de me comprendre, et en me comprenant mieux, mais je peux arriver à mieux comprendre c'est quoi être aligné à mon âme. Parce que si je comprends mon histoire, je comprends qui je suis, je comprends mon histoire familiale, mes relations avec les mémoires d'autres vies, mais les chances quelque part que je sois capable de me libérer des programmations qui m'empêchent de pouvoir aligner avec mon essence fondamentale. Alors, vous voyez que c'est un élément qui serait intéressant donc à porter attention. Le point 6, identifier les comportements 3D et ne plus supporter d'opérer à partir du mental inférieur. Alors, ça aussi, c'est quand même intéressant parce qu'encore là, identifier les comportements 3D. Alors, qu'est-ce qu'elle appelle 3D? Mais c'est évidemment la dimension terrestre, physique, dans laquelle on se trouve, et ne plus supporter d'opérer à partir du mental inférieur. C'est intéressant, c'est super intéressant, cette idée-là. Et c'est toujours les symptômes de l'éveil, hein, ça. Alors, le sixième symptôme de l'éveil, c'est qu'on soit capable d'identifier le comportement 3D. Ça, certainement qu'on peut le faire en tant qu'être humain. Ne plus supporter d'opérer à partir du mental inférieur, ne plus supporter, vous voyez. Déjà en partant, pour moi, il y a quelque chose là-dedans de questionnable, parce que ne plus supporter d'opérer à partir du mental inférieur, ça veut donc dire quelque part qu'on n'est pas dans une position de témoin. Être dans une position de témoin nous amènerait sans doute à reconnaître que le mental inférieur peut des fois participer à un processus intellectuel qui peut se manifester en nous, et à partir du moment qu'on le reconnaît, ben, qu'on apprenne justement simplement à l'accueillir et dans une position de témoin et ne pas vibrer avec le conflit que ça pourrait entraîner que de dire je ne supporte plus d'opérer à partir du mental inférieur. Vous voyez quelque chose encore là de l'ordre de l'ego, à mon sens, moi, dans cette expression-là, mais c'est certain que l'idée de pouvoir justement accéder à un mental supérieur, bien évidemment, le mental supérieur, c'est de nous animer d'un processus intuitif de plus en plus important qui nous amène donc tout doucement à être de plus en plus dans un processus d'éveil, de conscience intelligente, de conscience de sagesse. C'est ça qu'on pourrait voir dans ce sixième point-là. Le septième point, sentiment de responsabilité. Alors ça, j'en avais parlé, je pense, dans la conférence sur l'éveil, la dernière conférence que j'avais donnée sur le sentiment de responsabilité qui nous amène à nous dire, ben voilà, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui se présente dans ma vie, je suis responsable des rencontres que je fais, je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie, puisqu'on a compris quelque part qu'on émane, nous, une certaine somme d'informations, et cette somme d'informations-là, bien évidemment, fait que je suis attiré par des gens qui vont effectivement me mettre en relation avec cette idée de la responsabilité. C'est-à-dire que je leur donner conscient que ce qui m'est reflété, à quelque part, est là pour me faire avancer et progresser. Donc, je ne suis pas victime par rapport à ça. La discipline spirituelle, ça, c'est un point vraiment important, puisque la discipline spirituelle, ça veut donc dire quelque part, est-ce que moi, en tant qu'humain, je fais une démarche spirituelle. Alors, la démarche spirituelle, ici, donc, Laura Marie précise des choses là-dessus. Puis c'est certain que la démarche spirituelle, ça veut dire quoi? C'est encore une fois, c'est de développer des moyens pour que l'on apprenne justement à développer la spiritualité. Alors, dans la pratique intuitive que moi je propose, il y a beaucoup de moyens qui sont proposés pour développer cette relation avec la spiritualité. Il y a la méditation, les pratiques yogiques, il y a plusieurs pratiques spirituelles bouddhiques dans lesquelles la méditation est mise de l'avant, qui va nous permettre donc régulièrement, avec la régularité, de développer évidemment une forme de spiritualité qui va nous permettre justement donc de pouvoir atteindre des niveaux de conscience supérieurs, donc de développer une forme d'humanisation plus élevée, où on devient plus conscient de ce qui se passe en soi, mais de ce qui se passe dans les autres. On devient plus responsable, on devient plus sensible, plus spirituel, plus conscient aussi de cette fameux univers subtil. Alors tout ça, évidemment, ce sont des éléments importants qui vont nous permettre justement de pouvoir commencer à développer à développer nos outils. Alors c'est pour ça que pour moi, l'enseignement que je propose est vraiment dans cette direction-là, est vraiment important. La discipline spirituelle, c'est de développer des outils qui vont me permettre donc de pouvoir parvenir à être de plus en plus compétent par rapport aux outils que je vais développer. Donc la pratique intuitive, par exemple, est une pratique qui nécessite une discipline spirituelle. Longtemps, j'ai pas voulu parler trop de spiritualité, moi, dans la démarche intuitive, parce que je considérais que la spiritualité, évidemment, pouvait nous éloigner de l'intuition, parce que, évidemment, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui
qui se mélangeaient vraiment dans la spiritualité. C'est-à-dire que pour eux, la spiritualité, c'était, bon, associé à l'éveil, c'était associé à l'illumination, c'était associé à la montée de la Kundalini, c'était associé à quelque part à la transformation de l'être. Et ils avaient tendance, justement, à négliger, je dirais, ce que j'appelle les outils. Les outils, c'est bien beau, je veux être éveillé, c'est bien beau que je vais développer la montée de la Kundalini, mais tout ça, quelque part, ce sont des objectifs. Mais quelque part, avant d'atteindre ces objectifs-là, il faudrait peut-être définir justement quels sont les outils que j'ai pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est pour ça que pour moi, l'enseignement que je propose au niveau du décodage intuitif, de la déprogrammation des soins, est une forme de discipline. Et finalement, c'est une discipline spirituelle que j'avais peut-être pas voulu voir, moi, jusqu'à maintenant, parce que j'avais un peu peur de mélanger la spiritualité avec l'intuition. Mais c'est un fait que l'intuition fait partie de la spiritualité, bien évidemment. Mais j'avais tellement vu de gens, et j'en vois encore toujours, et encore une fois avec ce que le Ramari propose, et bien d'autres gens vont parler de la spiritualité d'une façon que je trouve un peu trop illuminée, je dirais. Un peu trop déconnecté, un peu trop comme si on voulait quelque part euh, euh, amener donc cette idée que la spiritualité est un processus collectif qui est en train de prendre forme chez tous les êtres humains sur Terre. Et moi, je pense que oui, bien sûr qu'il y a une conscience humaine qui est en train de se développer, mais que pour être capable de favoriser un véritable cheminement spirituel, il y a une discipline spirituelle vraiment essentielle à avoir, quelle qu'elle soit, minimalement. Il y a certainement quelque chose de cet ordre-là qui va nous amener vers le 9e point d'ailleurs, qui touche la maturité spirituelle. Alors ça, c'est un autre symptôme de l'éveil qui est très important, puisque la maturité spirituelle, ça sous-entend que je sois capable d'avoir donc développé une maturité, c'est-à-dire comprendre comment ma vie fonctionne, de comprendre comment je dois gérer ma vie pour parvenir à un plus grand équilibre dans ma propre conscience. Alors, c'est ça un petit peu qu'on cherche donc à développer à travers la maturité spirituelle. C'est certain que les outils intuitifs de décodage, des formations de soins nous amènent à cette maturité-là, puisqu'on apprend justement à explorer notre intérieur, puis à vraiment faire un ménage pour être de plus en plus en état de paix et d'harmonie avec soi. Donc, je pense que c'est donc assez important le thème de la maturité spirituelle. Puis c'est sûr que dans toutes les grandes pratiques spirituelles, la maturité spirituelle, inévitablement, vient avec l'âge, d'une part, puis elle vient aussi donc avec cette capacité de comprendre comment fonctionne l'être humain. Alors, je pense que c'est quelque chose donc assez important. Euh, donc, il y a des questions qui nous ont posées. Je vais y revenir hein, dans la toute fin, puisqu'on est presque rendu à la fin. Il y avait 11 points que Laura Marie avait identifiés. On 10e point, c'est avoir dépassé l'extase astrale New Age. Ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Parce que je ne comprends pas exactement pourquoi elle a voulu amener ce point-là tant que ça. Parce que, bon, le moindrement qu'on est un petit peu plus jeune que moi, on n'a pas nécessairement connu ce mouvement-là que le mouvement New Age. C'est un mouvement qui appartient davantage à une génération comme étant la mienne. Moi, j'ai 55 ans. Je pense que je suis plus dans cette période de temps-là où les gens ont été peut-être plus baignés, un petit peu plus vieux que moi, ont plus baigné dans le New Age, peut-être un petit peu plus jeune aussi, mais pas tellement plus jeune, je pense. Peut-être que je me trompe. Alors que Laura Marie, quelqu'un de plus jeune, quand même pas mal plus jeune. Alors, c'est un peu questionnant parce qu'avoir dépassé l'extase astrale New Age, c'est qu'elle met en évidence vraiment que le New Age, c'est vraiment une démarche spirituelle qui repose vraiment sur le monde de l'astral. Moi, ce que je vous dirais, c'est que l'astral, c'est pas identifié uniquement au New Age, hein, c'est l'astral, c'est quelque chose qui est relié à l'être humain et à la conscience humaine qui, lorsqu'elle est animée d'ego, va refléter dans son monde de perception, visuel, auditif ou sensitif, euh, une animation que je dirais associée au bien ou au mal. C'est-à-dire que quand on pénètre dans le monde subtil, le monde d'univers parallèle, et qu'on commence à voyager dans le monde de la mémoire, on va souvent, quelque part, attribuer des entités positives, des entités négatives. Pour moi, ça, c'est ça un peu l'expression de ce qu'on appelle l'astral, c'est-à-dire qu'on va s'illusionner dans cet univers de négatif et de positif, c'est-à-dire qu'on va comme créer des dualités, c'est-à-dire que notre conscience va être duelle, et parce qu'elle va être duelle, ben, ça ne nous permettra pas d'évoluer, de progresser comme on le souhaiterait et comme on le voudrait, parce que notre évolution, quelque part, ne repose pas sur cette dualité-là, elle repose vraiment sur un sentiment d'unité. Le sentiment d'unité va se faire à partir du moment où je suis dans un processus où je me libère de la notion du bien et du mal.
Donc, évidemment, cette idée du New Age, je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ça, c'est-à-dire que dans le New Age, il y a effectivement eu beaucoup, beaucoup d'illusions qui ont été faites parce on a construit quelque part un univers spirituel à ce moment-là qui n'était pas tout à fait bien compris. Mais malheureusement, avec mon recul, parce que moi j'ai un petit peu connu New Age, et avec le recul, malheureusement, à l'époque actuelle, où est-ce qu'on parle justement de ce développement spirituel actuellement, je trouve les mêmes dangers, les mêmes pièges que ce qu'on a vu dans le New Age. Parce que justement, même il y a des pièges encore plus grands, je dirais jusqu'à dire, puisque on a la science de notre côté, la science nous permet d'expliquer un tas de choses, donc on peut vraiment mélanger la science avec l'ésotérisme et des croyances religieuses et spirituelles et mélanger tout ça et en faire une espèce de bouillabaisse. Là, je suis dans le sud de la France. Est-ce que ça paraît? Dans une bouillabaisse qui pourrait justement nous donner l'impression quelque part que c'est digeste. Alors qu'on sait tous que la bouillabaisse ne l'est pas. Non, c'est pas tout à fait vrai ce que je viens de dire, mais que, évidemment, se nourrir à quelque part d'une nourriture comme celle-là, ésotérique, spirituelle, etc., puis mélanger tout ça, ça peut passer d'un point de vue intellectuel, mais encore là, il faut toujours se ramener au niveau expérientiel et se rappeler quelque part que la démarche spirituelle est une exploration de l'unité, finalement, et non pas de la dualité. Donc, et dans ce sens-là, évidemment, ce qui est intéressant avec Laura Marie, c'est qu'elle parle beaucoup de dualité, justement, dans son discours, et elle parle ici du New Age, dans lequel cette dualité-là est omniprésente aussi selon elle, mais je pense qu'actuellement, on peut certainement être attentif, actuellement, déjà faire très attention à toute cette dualité-là. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont parler, donc, dans la même phrase, hein, ils vont vous parler de guides de lumière, d'entités astrales, d'extraterrestres. Alors, ça devient comme complexe, puis de manipulation humaine, dans le sens que des regroupements humains qui dominent le monde, qui manipuleraient, qui seraient associés à des extraterrestres. Alors, je ne dis pas que c'est faux, hein, mais ce que je dis à quelque part, c'est qu'il faut se faire attention, parce que si on commence à s'embarquer dans cette espèce de situation où on n'a pas de pouvoir, parce qu'on entend un discours comme ça, souvent on n'a plus de pouvoir, parce que justement, on a l'impression quelque part on est confronté finalement à un univers de dualité où il y a des bons et des méchants finalement. Il y a des bonnes personnes, il y a des méchantes personnes. Les bonnes personnes ben, vont essayer de nous faire avancer en tant qu'être humain et les mauvaises personnes vont essayer quelque part de nous nuire. Et dans New Age, c'est exactement ça qui était dit en passant. Donc, dans ce sens-là, ce deuxième point-là, je trouve avec un gros point d'interrogation, puisque je trouve, moi, personnellement, que ce qu'on est en train de voir actuellement comme éveil chez l'être humain actuellement, il y a énormément, énormément de dangers par rapport justement à ce mélange de toutes sortes d'informations qui peuvent être encore plus complexes à gérer parce que justement, on a plein d'informations qui ont du sens, qu'on mélange avec d'autres qui ne sont pas vérifiables et qui font qu'effectivement on perd du pouvoir et que ça nous éloigne en fait compte pour moi de l'éveil. Donc moi je dirais donc d'être très attentif à ça. Alors moi je reviens toujours avec l'expérience. L'expérience fait quoi? Mais ça veut donc dire quelque part d'apprendre justement à comprendre que l'expérience me permet moi en tant qu'être humain d'accéder à cet univers parallèle et d'apprendre à développer un pouvoir sur ma propre vie et d'être capable donc de me sentir de plus en plus à l'aise à voyager dans cet univers parallèle-là. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important par rapport à notre développement humain, disons. Le 11e point, la souveraineté. Bien évidemment, ça c'est un point quand même important. La souveraineté, qu'est-ce que c'est? C'est que quand je m'éveille, ben j'arrive à constater que je suis indépendant d'esprit. Indépendant d'esprit, c'est un thème intéressant parce qu'indépendant d'esprit, ça veut dire jusqu'à quel point je suis indépendant d'esprit. Jusqu'à quel point que j'ai une pensée indépendante, justement. Parce que l'être humain, comment il fonctionne? Il fonctionne souvent par regroupement. Alors, présentement, par exemple, si j'adhère aux pensées que Laura Marie, par exemple, va m'expliquer, ou même les miennes, ben, à quelque part, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais donc, en tant qu'individu, je vais adhérer à la pensée de quelqu'un qui a une certaine notoriété. Et le fait d'accéder à cette personne-là qui a une notoriété, ben, va faire que je vais être un petit peu comme un disciple de cette personne-là. Et évidemment, ça m'éloigne en quelque part de ce qu'on vient de voir, ainsi que la souveraineté. La souveraineté, c'est être capable de penser par moi-même. Et moi, ce que j'ai toujours valorisé dans le développement de l'intuition, c'est apprenez à expérimenter par vous-même ce que vous percevez dans cette réalité-là, puis apprenez justement à vous donner l'opportunité de développer une expertise qui vous est propre. Ne croyez pas en ce que les autres vous disent, mais apprenez justement à les voir par vous-même, expérimenter, réfléchissez, discutez ensuite, et parvenez donc à développer ce que moi j'appelle la science, hein, c'est-à-dire pour moi il y a une science intuitive. La science intuitive, c'est vraiment cette capacité que j'ai en tant qu'être humain de pouvoir
explorer cet univers parallèle-là et de constater que d'autres êtres humains vont accéder à cette réalité parallèle-là et qu'ils vont accéder à des perceptions similaires aux miennes, qui va faire qu'à un moment-là, on va être capable d'avoir une vérité ou une vision objective de cet univers parallèle-là, parce que tout le monde sera d'accord pour dire que ce que l'on perçoit dans cet univers-là est similaire. Alors pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là que je trouve important, et dans ce sens-là, la souveraineté est vraiment fondamentale dans l'idée de l'éveil, sauf qu'évidemment, la souveraineté implique que je sois capable, moi, en tant qu'être humain, de développer ma propre expertise. Ben, ça touche pour moi l'aspect de l'éducation. On vit dans une société encore là où l'éducation ne nous a pas encore permise d'intégrer la notion d'intuition, de reconnaître qu'on est petit dans un univers très grand et qu'on n'a pas encore l'éducation. On n'est pas éduqué en tant qu'enfant quand on est sur Terre pour justement reconnaître cette grandeur-là. Et je trouve ça dommage parce que ça serait d'autant plus merveilleux de voir nos enfants être capables de bénéficier d'un enseignement qui leur permettra de comprendre cette réalité-là. La bonne nouvelle, c'est que je crois qu'avec la physique quantique qui est en train de vraiment faire des percées importantes dans la relation avec l'univers, fait que moi, en tant qu'être humain, quand je vais dans les prochaines générations, on va naître en tant qu'enfant avec un regard tout à fait logique et harmonieux dans lequel on va constater qu'effectivement, on va interagir avec un univers subtil, un univers parallèle, et on va le reconnaître d'emblée parce qu'il ne sera pas questionné puisqu'il aurait été démontré. Alors, je pense que c'est ça un petit peu le grand bond évolutif qui est en train de prendre forme actuellement, c'est que les nouvelles générations vont avoir de plus en plus accès naturellement à cette vision, qu'il existe bel et bien un univers parallèle, et cette souveraineté-là deviendra de plus en plus naturelle, je dirais, par rapport à ce que j'avais donc envie de vous transmettre concernant les 11 symptômes de l'éveil que Laura Marie avait donc proposé dans un article qu'elle avait fait et qui ont été repris dans la revue dont je vous parle, le Quantum Experience, qui est une belle revue que j'aime bien parce qu'elle fait toujours des synthèses intéressantes sur plusieurs sujets. Donc, si ça vous dit, c'est une revue française. Hein? Donc, si vous avez, elle se trouve dans les kiosques, les journaux en France. Donc, si vous voulez bien, je vais maintenant répondre à vos questions. Alors, je vois qu'il y a une question qui était posée pendant que je parlais, que je vais m'arrêter donc de répondre. Mais s'il y a d'autres gens qui ont des questions entre-temps, ben, n'hésitez pas à le faire. Je suis là pour ça de toute façon. Hein. Donc, justement, comment rester à son propre niveau? Ce n'est pas péjoratif, je ne sens pas spécialement supérieur. Je veux dire rester en soi, en accord avec soi, tout en respectant les autres. Alors, ça touche toute cette notion de maturité dont on parlait tout à l'heure dans les 11 symptômes de l'éveil. Hein. La maturité spirituelle, ça implique à quelque part euh, comment rester à son propre niveau. Alors, je pense que la pratique de l'enracinement, la position de verticalité est vraiment une étape fondamentale dans ce travail-là. Parce que la verticalité, qu'est-ce que c'est? C'est ma capacité, moi, de reconnaître que je suis une antenne. L'énergie de la Terre circule en moi, l'énergie du ciel circule en moi, et elle circule à travers tout mon corps. Et parce qu'elle circule à travers tout mon corps, je suis capable, moi, de supporter cette énergie qui circule en moi. Et parce que je suis capable de la supporter, je suis capable, donc, de m'éveiller à cette réalité-là et d'être capable, donc, de reconnaître la grandeur de cette capacité que j'ai de vibrer dans toutes les cellules de mon être à travers l'énergie de la Terre et du ciel. Donc, à partir du moment que je suis capable de me reconnaître, ben, je suis capable de rester en moi, je suis en accord avec moi et en accord avec les autres, parce que je suis dans un processus où je me reconnais dans ma grandeur, mais je reconnais aussi la grandeur des autres. Je ne suis pas en train de dire que les autres sont moches parce que moi je suis grand. Je suis en train de reconnaître que tout le monde est grand parce que justement, je suis dans un processus d'authenticité avec moi-même et cette authenticité me permet d'avoir l'authenticité aussi vers les autres. Et ça fait partie certainement d'un processus d'éveil. Hein? Et ce processus d'éveil, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas basé sur l'ego. Je ne suis pas en train de dire aux autres qui sont moches parce que je suis bien. Je suis en train de dire, je suis bien et ils sont bien. Ça veut donc dire quelque part, je reconnais que ma réalité que je peux avoir en tant qu'être humain est une réalité, mais que les autres ont aussi des réalités, que le fait qu'on puisse les enrichir mutuellement fait qu'on arrive à une réalité plus riche. Alors, vous voyez que c'est ça qui devient intéressant par rapport à ça. Donc, c'est certain que les pratiques intuitives que moi j'ai proposées, Virginie, je ne sais plus où que tu en es dans l'enseignement, mais même si tu es dans l'enseignement, mais je dirais que l'enseignement permet, évidemment, par le biais du décollage intuitif, à mieux se connaître, la déformation, à travailler sur les programmations qu'on peut avoir en soi pour justement accéder à des potentiels évolutifs et équilibrés. Et ensuite, bien évidemment, poursuivre par la suite avec les techniques de soins qui vont être fort intéressantes. Donc, toi, tu me dis que tu es au module 4, alors que le module 4, c'est sur les chakras. Donc, c'est certain que ce module-là va permettre aussi certainement de faire un travail encore plus important sur l'aspect énergétique au niveau des chakras, de prendre conscience des dynamiques psycho-énergétiques associées aux chakras. Et dans le module 5, tu vas découvrir
les sous-personnalités psycho-énergétiques, donc l'aspect psycho-émotionnel autour des chakras. Donc, ces deux modules-là vont être très riches pour te donner justement une meilleure idée de comment tu peux arriver à rester à ton niveau. Parce que les chakras, qu'est-ce que c'est? Ce sont 7 niveaux de conscience. Et tu vas découvrir en travaillant sur les chakras quel est ton niveau de conscience ou quels sont les niveaux de conscience avec lesquels tu es le plus à l'aise et quels sont les niveaux de conscience avec lesquels tu es le moins à l'aise. Automatiquement, ça va te permettre de pouvoir comprendre de quelle façon que tu peux travailler sur tes chakras pour te sentir de plus en plus à l'aise dans les niveaux de conscience où tu étais le moins à l'aise. Et évidemment, tu vas pouvoir aussi travailler avec l'aspect psycho-émotionnel dans le module 5 qui va te permettre aussi de travailler sur des comportements ou des limitations que tu peux avoir dans ta vie. Alors, je pense que ça va être sûrement des éléments intéressants pour te permettre de pouvoir progresser par rapport à ça. C'est souvent un écueil pour moi, je me vois souvent me perdre dans les autres comme une volonté de m'intégrer en fait. C'est sûr que cette idée de s'adapter aux autres, c'est un thème quelque part qui provient de notre enfance. Hein, puis c'est certain que la majorité des gens ont appris, hein, on pourrait dire qu'il y a des gens qui sont des dominants puis des dominés. Alors les dominants, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'imposent. Eux, ils ont appris donc à se sont sentis valorisés lorsqu'ils s'imposaient, ou ils ont senti qu'ils avaient un pouvoir quand ils s'imposaient. Donc, ils ont compris quelque part que c'était une bonne chose de s'imposer. Alors que d'autres gens, comme toi, par exemple Virginie, tu as appris à quelque part davantage à t'adapter aux autres. En t'adaptant aux autres, tu es devenu une dominée. Parce qu'en t'adaptant aux autres, tu es devenu finalement quelqu'un de soumise. Parce que tu as accepté donc de donner ton pouvoir aux autres. Alors évidemment, ce n'est pas une position, dans les deux cas, la position du dominant et du dominé ne sont pas des positions d'éveil comme telles. Ce sont des positions d'ego qui essayent de trouver leur place pour se faire aimer, se faire accepter par leur entourage. Et évidemment, tout le processus euh, de l'humain qui cherche justement à s'éveiller d'une façon harmonieuse, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? C'est qu'il va chercher à s'assumer dans sa nature personnelle, dans laquelle il va reconnaître ce qu'il est et dans laquelle il va apprendre justement à s'affirmer auprès des autres pour dire aux autres ce qu'il est. Il ne va pas chercher donc à s'adapter aux autres comme tel. Mais en faisant ça, il va apprendre aussi à se respecter, mais à respecter les autres, en acceptant que les autres aient peut-être le désir de... On n'a pas à vouloir les convaincre, on n'a pas à vouloir les dominer, on n'a pas à vouloir les contrôler. On a accepté l'idée que ces gens-là ont le droit d'exister aussi, mais que ça ne veut pas dire pour moi que moi, je dois m'obliger à m'adapter à eux d'une façon constante et continue. Donc, c'est là qu'on apprend la position de verticalité. La position de verticalité, c'est que je me reconnais à mon pouvoir et je reconnais le pouvoir des autres et je me donne la permission d'assumer qui je suis tout en reconnaissant ce que les autres sont. C'est ça, à quelque part, qui est la clé, je dirais, du processus évolutif qui nous amène à faire cette fameuse éveil dont il est question ici. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Virginie. Et puis, évidemment, s'il y a d'autres personnes qui auraient des questions, parce que je reprends et compléter les questionnements que Virginie avait. Comment peut-on savoir si l'on a ou pas des entités négatives en nous et comment s'en débarrasser? Ben, Sylvie, je te remercie de cette question-là parce que ça me permet donc de mettre des choses au clair par rapport à ça. Évidemment, cette notion d'entité négative, c'est populaire dans la pensée des êtres humains depuis très très longtemps. Et puis moi, quand j'ai commencé la formation avec Ron Young, qui était le guérisseur avec qui j'ai suivi une formation pendant 3 ans, ce thème-là moi, je ne m'attendais vraiment pas à en parler. J'avais plus ou moins entendu déjà parler d'identité négative, mais j'avais absolument aucune idée trop claire là-dessus. J'avais vu des films, j'avais un peu peur de ça, mais j'avais pas trop d'idées claires là-dessus. Et quand j'ai suivi cette formation-là avec ce guérisseur-là, la première chose que j'ai découvert, c'est qu'il était exorciseur et qu'il nous enseignait à exorciser aussi. Et puis, j'avais donc une certaine appréhension. Et puis, j'ai été exorcisé moi-même pendant le stage que j'ai donné. Puis après ça, bon, j'avais très peur des entités, moi. Donc, et la vie m'a mis en contact avec beaucoup de gens qui se disaient donc avoir des entités. Ça m'a confronté à devoir faire un travail sur eux. Puis ça m'a permis donc de beaucoup évoluer, pour beaucoup comprendre mieux ce que c'était que des entités négatives. Alors, Sylvie, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose d'important dans les 11 thèmes sur l'éveil dont Laura Paris avait parlé. Elle parlait du New Age, puis elle parlait justement donc de faire attention à l'astral. Et c'est ça que j'aimerais te parler par rapport à ça, Sylvie, c'est que si on doit réfléchir à quelque chose, si on rentre dans le monde de la mémoire,
Puis dans le monde des mémoires, supposons qu'il y ait des femmes avec des grosses bosses sur le dos, d'autres femmes avec pas de dents, des femmes avec des grosses bosses sur le nez, des femmes pas sympathiques, des hommes pas sympathiques, des gens qui ont pas l'air gentils, qui ont l'air méchants. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils sont des entités négatives? C'est une bonne question, je trouve, à se poser. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une entité négative? On dit que c'est une entité qui va prendre possession de la conscience d'un être humain. Mais pourquoi cette entité-là va prendre possession de l'être humain en question? Est-ce que l'être humain en question n'aurait pas une fragilité dans son identité? N'aurait pas un problème d'identité? N'aurait pas pris beaucoup de drogue, par exemple? N'aurait pas pris beaucoup d'alcool, beaucoup de médication? C'est souvent, les gens qui sont possédés ont souvent, quelquefois en tous les cas, des gens qui ont pris beaucoup de drogue, qui ont pris beaucoup d'alcool. C'est quelque chose qu'on va effectivement constater. Alors, ou des gens qui ont des problèmes psychologiques, hein, qui peuvent être aussi au niveau de leur identité. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on appelle une entité négative, c'est pas quelqu'un de malchanceux qui se dit, mon Dieu, je suis malchanceux, et je me suis levé ce matin, puis j'ai eu une entité négative dans mon lit, puis elle m'a pris possession de moi. Alors, vous voyez que cette idée, quelque part, de se rendre pas responsable, parce qu'on l'a vu dans les symptômes de l'éveil spirituel, on parle d'être responsable. Ça veut donc dire que ce concept d'entité négative, c'est que si j'ai une entité négative, je suis donc responsable qu'elle soit présente en moi. Ça veut donc dire que j'ai quelque chose à voir dans ma relation avec cette entité-là. Alors, je pense que c'est important de comprendre ça. Parce que ça veut donc dire que je ne suis pas une victime de ça. Alors, tu sais, quand on dit comment peut-on savoir si on a ou pas d'entité négative, bien, la première question, c'est de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'une entité négative? Est-ce que pour toi, une entité négative, c'est une énergie quelque part qui a quelque chose à te dire, mais que tu ne veux pas entendre, parce que quelque part, elle te fait peur, parce que ça te dérange, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Parce que malheureusement, il faut bien comprendre que beaucoup de gens qui se disent en communication avec des entités négatives sont des gens qui refusent d'entendre le message d'une certaine énergie. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que si on part du principe que le bien et le mal n'existent pas, ça veut donc dire quelque part qu'une entité dite négative, c'est une énergie qui souffre. Alors, si ça souffre, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que cette souffrance-là, si je ne la juge pas, je vais prendre le temps de l'accueillir puis de lui dire que je l'aime. Et si je l'aime, ben peut-être qu'effectivement, je vais la transformer. Et si elle se transforme, elle ne sera plus une entité dite négative. Alors ça, je pense que c'est un thème qui est important, quelque part, de réfléchir sur cette idée de ce que c'est qu'une entité négative, puis comment s'en débarrasser. Tu vois, comment s'en débarrasser? Moi, ça me fait penser tout de suite au médecin, quand on va voir le médecin, puis on lui dit, médecin, faites-moi une opération, je veux me faire enlever le problème de santé que j'ai. Quand on va voir un naturopathe, on va dire, naturopathe, donne-moi des plantes pour m'enlever les toxines. Quand on va voir un guérisseur, on va aller voir un guérisseur pour lui dire, guérisseur, enlève-moi l'énergie négative. Quand on va voir un exorciseur, on va lui dire, enlève-moi mon entité négative. Enlève-moi. Si on fait référence au module 2 de la formation personnelle et même de la formation professionnelle dans l'introduction en ligne, ou même dans l'introduction, l'enseignement concernant l'ouverture intuitive du cœur et des programmations de mémoire cellulaire, on nous enseigne quelque chose de vraiment fort important, c'est unité. Comment je peux me réunifier à moi-même. Alors, si je me réunifie à moi-même, à ce moment-là, ça veut dire quoi, une entité négative? Une entité négative, c'est simplement une énergie que je juge comme ne faisant pas partie de moi, que je rejette, que je juge comme étant une énergie qui essaye de me posséder, qui n'est pas moi. Alors que finalement, quand on cherche à faire un travail de réunification, on découvre que ces énergies-là peuvent avoir une relation avec moi, mais que je rejette, que je refuse, et qu'à partir du moment que j'accepte l'idée qu'elle puisse faire partie de moi, ben peut-être que je peux commencer à me libérer d'elle, parce que je ne suis plus en train de rejeter qui elle est. Je suis en train au contraire d'apprendre, de reconnaître qu'elle résonne avec moi. Et si elle résonne avec moi, elle a sans doute quelque chose à me donner, à m'apporter. Et je peux donc finalement apprendre à me réunifier à elle. Alors, vous voyez que, je ne sais pas si je réponds à la question, Sylvie, par rapport à ce questionnement-là que tu as, mais je dirais que ce qui est important de se rappeler, c'est que le bien et le mal, c'est quelque chose, quelque part, qu'on vit dans le monde terrestre, on vit des guerres, il y a des gens qui s'entretuent au nom du bien et du mal, et tu pourrais me dire, oui, mais ça n'a aucun sens, le bien de cette personne-là, elle n'a complètement aucune allure. Oui, mais ton bien, est-ce qu'il est vraiment mieux que le sien? C'est des points de vue, le bien et le mal, hein? On n'a jamais raison de tuer des gens au nom du bien ou au nom du mal. Quel que soit le point de vue que l'on a, il y a des points de vue. Ces points de vue-là, finalement, nous laissent croire qu'on a raison et que l'autre a tort.
Et je pense que quand on rentre dans le monde subtil, qui est un monde qui est subtil, qui n'est pas relié donc au monde terrestre, ben quelque part, on doit comprendre que la mémoire qui se trouve dans ce monde subtil-là, c'est une mémoire qui n'est pas figée, qui peut changer. Ça veut donc dire que la technique de déprogrammation de la mémoire cellulaire qui est vue dans l'enseignement est vraiment fondamentale. Puis ça veut donc dire que toute forme d'énergie dite négative, ben, quelque part, on peut très bien lui donner tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus justement en train de manifester une expression négative, qu'elle puisse manifester une expression plus positive et évolutive. Donc, on comprend quelque part que tout ce concept d'identité négative est, à mon sens, à moi, complètement dépassé, surtout avec la physique quantique qui nous amène vraiment à prendre conscience d'une réalité quelque part qui est vraiment que nous-mêmes, que l'observateur, ce que moi, quand je rentre dans cet univers subtil-là, en tant qu'observateur, je crée des réalités. Alors, si je suis convaincu, moi, qu'il y a des entités négatives, je vais créer des entités négatives. Je vais comme faire en sorte que ces entités deviennent négatives, à quelque part, parce que je ne vais pas m'ouvrir à la possibilité qu'elles puissent, effectivement, faire partie d'un processus évolutif en moi. Je vais simplement les rejeter carrément en me disant, elles sont négatives, va de rétro satana. Et je pense que c'est dommage à ce moment-là de se priver de ces énergies-là qui peuvent effectivement être des aides et des supports pour nous faire avancer, nous faire évoluer, nous faire progresser également. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sylvie, et s'il y a d'autres questions, bien sûr, vous pouvez m'en faire part à l'instant. France, mon cousin s'est suicidé, j'ai été touché à l'urne où étaient ses cendres. J'étais très fatigué, difficulté à me concentrer, et c'est par des prières que l'énergie négative est partie. Ouais, mais France, toi, tu me dis que ton cousin s'est suicidé et j'ai été touché à l'urne où étaient ses cendres. Alors toi, déjà, tu n'es pas dans une position d'alignement en me disant ça. Ça veut dire que tu n'es pas comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, l'urne, qui est ceci, était associée à quelqu'un qui s'est suicidé. Donc, tu es en résonance, toi, avec ça. Tu es en résonance avec le fait que cette personne-là, elle s'est suicidée et que tu peux donc être en résonance avec ça. Donc, quand tu t'es mis en contact avec les cendres, à quelque part, tu étais en résonance avec elles. Ces résonances-là t'ont amené à être très fatigué et à avoir des difficultés à te concentrer. Et c'est par des prières que l'énergie négative est partie. Mais l'énergie négative, finalement, c'était quoi? C'était une résonance que tu avais avec l'énergie négative. Et sans doute que par les prières, tu as pu parvenir justement à te libérer de ta résonance. La résonance, c'est que tu as un niveau de conscience qui vibrait avec ton cousin qui s'est suicidé. Et c'est ça, quelque part, qui t'a amené à vivre l'état de fatigue dont tu as parlé tantôt. Et que quand on apprend justement à comprendre ce processus-là, on se libère de la résonance. Et en se libérant de la résonance, on est libéré à quelque part de la dite énergie négative. C'est ça que je veux vous faire comprendre à ce niveau-là. Est-ce que tu dirais que le mal n'existe pas en tant que tel? C'est sûr que le mal, si on le regarde dans le monde terrestre, on ne peut pas dire que le mal n'existe pas. On peut simplement constater qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Par exemple, tuer par plaisir des gens, c'est inacceptable. On ne peut pas dire que ce n'est pas quelque chose qui est bien. On peut juste dire quelque part que c'est inacceptable. Maintenant, si on regarde pourquoi la personne a fait ça, on peut très vite comprendre que cette personne-là le fait parce qu'elle avait de la souffrance, parce qu'à quelque part, elle avait vécu des choses difficiles dans sa vie, etc. Ce qui nous amène à être capable de poser un regard différent sur cette personne-là. Ça veut dire qu'on va reconnaître qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Par exemple, tuer un être humain, c'est inacceptable. Par contre, on peut comprendre que la personne qui a tué a des raisons qui peuvent nous amener à comprendre pourquoi elle le fait. Mais c'est pas pour autant acceptable. Tu vois, il y a quelque chose de pas acceptable quand même. Maintenant, ceci dit, quand on rentre dans le monde subtil, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mémoires avec lesquelles on va contacter. Ces mémoires-là sont en relation avec des expériences de souffrance. Ces expériences de souffrance, elles sont effectivement reliées donc à des grandes souffrances qu'un être humain, que la collectivité humaine a vécues depuis le début des temps. Par exemple, si je pense à des mémoires de victimes, ben, l'expérience de victime a été vécue par des millions d'êtres humains sur Terre depuis le début des temps. Donc, la victime, l'émotion de victime est quelque chose qui est très, très chargé. Donc, si moi je suis une victime, je peux donc raisonner avec des mémoires de victimes associées à d'autres vies. À ce moment-là, je vais amplifier mon processus de victime parce que je vais raisonner avec ces mémoires d'autres vies-là. Donc, tu comprends, quelque part, c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre, c'est que l'idée du mal, le mal, à quelque part, n'existe pas parce que si on porte un regard sur le mal, on est capable de le comprendre. On est capable de comprendre que derrière le mal se trouve quelque part de la souffrance. Et si on est capable de comprendre que c'est de la souffrance, on ne voit plus le mal comme tel. Alors, une personne qui peut avoir tué, on pourrait très bien comprendre pourquoi elle a tué, puis même avoir de la compassion pour elle. Par contre, l'acte de tuer est un acte quand même qui ne peut pas être acceptable. Vous voyez, c'est ça un peu que je pourrais dire par rapport à ça.
sais pas si c'est plus clair pour toi, Virginie, mais c'est sûr que c'est une question qui est importante et c'est certain que quand on rentre dans le monde terrestre, il y a quelque chose évidemment on doit trancher à quelque part parce que sinon on pourrait accepter n'importe quoi. Mais voilà. Oui, mais les exercices enlèvent quoi? Quand les exorcisent les gens, et toi, avais-tu besoin de te faire exorciser et t'es-tu senti mieux après? Donc, bien sûr que quand je dis à quelque part, je veux dire ça comme ceci. À une certaine époque, au Moyen Âge, les inquisiteurs ont mis sur le bûcher énormément de femmes et d'hommes, mais surtout beaucoup de femmes qui se disaient sorcières. Ils ont mis ça sur le bûcher avec la conviction que ces femmes-là étaient des sorcières et qu'elles étaient donc des suppôts de Satan. Ok? Elles collaboraient avec Satan. C'est quelque chose, ils étaient convaincus, là. C'était pas une question à savoir, puis donc la population, la majorité des gens avaient sans doute des convictions similaires, étaient convaincus que ces femmes-là étaient des sorcières. C'est pour ça qu'ils acceptaient de les mettre sur le bûcher. C'est horrible d'avoir mis ces femmes-là sur le bûcher, de les avoir tuées au feu, c'était horrible. Mais on le fait pourquoi? Parce qu'on était convaincus qu'elles étaient du suppôt de Satan. C'était hors de tout doute là, que c'était ça. Alors quand tu me dis les exorcistes enlèvent quoi? Ben quelque part, les exorcistes, à quelque part, ils font ce qu'ils font en tenant compte de ce qu'ils croient et de ce qu'ils sont convaincus. C'est ce qui explique pourquoi ils le font. Tout comme les inquisiteurs, lorsqu'ils mettaient les femmes sur le bûcher, étaient convaincus quelque part que ces femmes-là étaient donc des femmes qui collaboraient avec Satan. Je vous rappelle que la physique quantique a amené un élément très intéressant. Ils ont constaté que l'observateur, celui qui observe, induit par l'observation, par les croyances qu'il a en tant qu'observateur. Par exemple, s'il espère que les particules aillent à gauche, ben, ils ont constaté que les particules se comportaient comme si, quelque part, elles avaient une conscience et qu'elles comprenaient que l'observateur voulait qu'elles aient à gauche, puis elles se comportaient comme telles. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose de subjectif dans la vie. Très subjectif. Et ça, c'est difficile à accepter parce que ça veut donc dire quelque part que plein de choses qu'on peut penser comme étant des certitudes sont peut-être pas des certitudes, justement, et qu'elles sont simplement des points de vue. Alors, par contre, maintenant, pour parler avec les exorcistes, bien, c'est évident que dans la tradition chamanique, par exemple, moi, quand j'ai suivi la formation avec Ron, on enlevait les entités. Alors, comme on enlevait les entités, ben, on enlevait les entités, on se mettait les deux mains sur la tête de la personne et on faisait imaginer quelque part qu'on faisait venir l'énergie, on la faisait passer dans notre corps, puis on l'envoyait vers l'univers. C'est comme ça qu'on procédait. Et cette façon de faire-là, quelque part, ben, c'est comme un exercice, hein, quelque part, c'est comme l'idée de prendre l'entité et de la libérer du corps. Puis moi, j'ai eu la chance par la suite, dans ma vie, parce que j'ai été exorcisé ce fois-là pour répondre à ta question. L'exorcisme, c'est pas moi qui avais choisi de le faire, c'est que Ron m'avait dit que j'avais des entités en moi. Et à un moment donné, à la toute fin, dans l'une des dernières méditations, je me suis retrouvé dans une position où je tenais les gens autour de moi, on était dans un groupe en cercle. Et à un moment donné, j'ai senti une grosse tension dans mes mains, puis beaucoup d'énergie bleue au bout des doigts, puis je me suis senti les bras paralysés, tout mon corps s'est comme recroquevillé sur lui-même, et j'étais complètement comme dans un état de paralysie intérieure. Mon corps était comme paralysé, j'étais plus capable de bouger. Et puis, effectivement, Ron est venu, il a enlevé l'entité, puis il m'a dit que j'étais beaucoup mieux maintenant et que tout allait beaucoup aller mieux. Puis, évidemment, bon, j'ai pas pu constater, moi, personnellement, que j'avais changé tant que ça, mais il y a des gens qui me reflétaient dans le groupe que j'avais changé, etc. Mais l'idée là-dedans, c'est que c'est sûr que ça a été une question importante pour moi parce que par la suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une entité? Et je suis resté avec un questionnement parce que j'avais quand même un enseignement dans lequel on me parlait d'entité tout le temps, puis je ne comprenais pas ce que c'était qu'une entité, alors que je voyais plein de mémoires, moi. Moi, je voyais dans les champs énergétiques des gens beaucoup de mémoires, mais je n'arrivais pas à comprendre c'était quoi la différence entre une mémoire que j'observais, comme par exemple la mémoire de cette femme, de cette personne-là qui avait une mémoire d'elle enfant à l'âge de 8 ans, ben, je ne voyais pas la différence entre ça et une entité. Et puis, à un moment donné, une expérience qui s'est passée où j'ai fait un travail de guérison avec un ami à moi. Et il y avait Ron qui était là aussi. Et puis, à un moment donné, ce mec-là, c'était un gars qui était, bon, qui avait beaucoup, qui était alcoolique et tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai senti une femme sur moi pendant le travail que je faisais avec lui. Et cette femme-là, évidemment, c'était une femme prostituée. Donc, évidemment, elle avait toute l'énergie de la prostitution qui était en elle. Alors, je me suis un peu laissé faire. Non.
Et, euh, et puis, je suis resté un petit peu dans cette espèce de mode de relation avec ça, puis en sentant cette énergie sur moi. Et ce qui est intéressant, c'est que Ron m'a dit, Sylvain, est-ce que tu ressens ce que tu as sur toi? Puis je dis oui. Puis il m'a dit, est-ce que tu es capable de gérer? Je disais oui, absolument. Puis finalement, j'ai rien fait de spécial. J'étais pas si mal que ça, puisque cette femme-là, quelque part, était une prostituée. Donc, ce qu'elle voulait faire, c'est faire du bien à un homme, en fait. Donc, je me sentais pas dans une position inconfortable là-dedans, dans ce processus-là. Et puis, à un moment donné, bon, Ron a vraiment fait le travail de guérison, puis etc. Puis, j'avais trouvé ça très intéressant, parce que je m'étais dit, ah, ben, OK, je commence à comprendre ce que c'est. Mais finalement, en ayant vécu cette expérience-là, moi, ce que j'ai compris, c'est que cette femme-là, était venue vers moi parce que je résonnais avec elle. Il y avait une forme de résonance. Il y avait un genre de lien qui existait entre moi et cette femme-là. Même si elle appartenait à cette personne-là qui était au centre du groupe, il y avait une résonance qui était là. Et je comprenais bien quelque part que la résonance, c'est que cette énergie-là, quelque part, qui se disait être une prostituée, qui était donc dans une forme qui se laissait aller, qui se préoccupait pas quelque part de son respect en tant que femme. Euh, Ce que je voyais là-dedans, c'est que cette mémoire-là, quelque part, elle résonnait avec la personne qui était au centre du groupe, qui se faisait soigner, mais elle résonnait avec moi aussi. Puis, dans ce sens-là, quand on commence à comprendre ça, mais quand on commence à discuter avec la mémoire en question, à cette femme-là, ben on comprend, ça commence à comprendre, effectivement, cette femme-là, elle est souffrante. Alors dire, je vais l'enlever je vais l'enlever parce qu'elle est négative, c'est un peu comme rencontrer quelqu'un dans la rue. Cette personne a un gros bouton sur le nez, je vais la prendre, puis je vais l'envoyer dans le ciel parce que je l'aime pas parce qu'il y a un gros bouton sur le nez, puis elle n'a pas l'air sympathique, puis elle est méchante. Alors, vous voyez, c'est un peu le même principe. Alors, pourquoi on ne devrait pas aller voir cette personne-là qu'on dit qui a l'air méchant, puis lui demander pourquoi pas lui demander tout simplement, ah, ben, tu as l'air triste, tu as l'air avoir de souffrance, pourquoi pas commencer à interagir avec? C'est ça que moi je propose. Dans le décollage intuitif, c'est d'apprendre à comprendre la raison d'être de toute forme d'énergie, quelle qu'elle soit, et de déprogrammer. Déprogrammer, ça veut dire quoi? C'est de lui donner tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit plus dans sa souffrance. Alors, quand moi je fais ça, je libère la mémoire de sa substance négative, de sa substance non évolutive, et je lui donne l'opportunité de se libérer, de se dégager de sa souffrance. Et c'est là, quelque part, pour moi, que la démarche d'exorcisme se fait, mais d'une façon plus consciente et plus écologique, je dirais, parce que enlever quelque chose comme ça en disant c'est méchant puis il faut l'envoyer dans le ciel, c'est un peu comme un rapport négatif, vraiment où on valorise beaucoup la notion du bien et du mal. Ça veut dire on envoie les méchants dans le ciel pour qu'ils se purifient, puis on garde les bons sur terre, puis c'est qui détermine c'est qui les bons, c'est qui les méchants. Vous voyez, quelque chose là-dedans de, moi je trouvais qui est un peu galvaudé et qui n'est pas mature dans notre façon d'aborder les choses concernant cet aspect-là. Ceci dit, les exercices font un travail, puis peuvent bien le faire quand même. Quand on travaille à enlever une énergie, on libère le champ énergétique. Moi, ce que j'ai observé dans ce type de travail-là, c'est que beaucoup de gens qui ont été exorcisés de cette façon-là, moi, j'avais parlé avec ces gens-là qui ont été exorcisés, qui étaient autour de moi, et ils me disaient un petit peu la même chose, c'est qu'ils disaient, OK, ils ont vécu quelque chose, mais après ça, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire parce on ne leur transmettait pas d'informations leur permettant de comprendre qu'est-ce qui se passait. Alors, c'est ça qui m'a amené, moi, à vouloir développer une approche dans laquelle l'aspect décodage est si important parce que le décodage permet de comprendre les processus inconscients et nous permet donc de se réapproprier justement un espace pour s'équilibrer davantage. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Ceci dit, les exorcistes font un travail, mais ils le font dans la non-conscience, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que c'est ce qu'ils font. Et c'est ça que moi, je trouve que l'élément important, c'est d'amener cette notion de compréhension et de déprogrammation qui permet aussi de comprendre que ces mémoires-là ne sont pas là pour rien. Elles sont là avec une nature évolutive qu'on ne voit pas et qu'on a tendance à nier en disant non, non, c'est juste négatif. Et c'est ça, quelque part, que moi, surtout, qui manque dans certaines démarches au niveau de l'exorcisme par rapport à ça. Ben, les fantômes, ben, pour venir, il y a donc une question qui est posée. Il n'y a donc pas de fantômes à proprement parler, mais plus de mémoire, comme tu dis. Alors, les mémoires, qu'est-ce que c'est maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'évidemment, quand je disais tantôt qu'une mémoire résonne avec moi, alors si la mémoire résonne, ça veut donc dire quelque part qu'il y a des différentes densités de mémoire. Alors, une mémoire qui peut être très subtile, qui n'a pas vraiment une densité très forte, c'est une mémoire qui va résonner avec moi sans trop de charge émotionnelle. Maintenant, supposons que j'ai une grosse charge émotionnelle, que je suis quelqu'un qui a une grosse charge émotionnelle. Avec quoi je vais vibrer? Je ne vais pas vibrer avec des petites mémoires subtiles, je vais vibrer avec des mémoires qui sont très denses et qui sont très proches du monde terrestre. Ces mémoires-là, quelque part, sont des mémoires qui n'ont peut-être pas encore réussi à passer, à franchir l'étape de la mort comme telle, pour la simple raison qu'elles sont trop attachées encore à de la souffrance humaine qu'elles n'ont pas encore résolue.
À ce moment-là, ces mémoires-là qui sont beaucoup plus dans la densité vont résonner avec moi avec beaucoup plus d'intensité aussi. Et c'est là, évidemment, qu'on va s'approcher de ce qu'on appelle la notion de fantôme, la notion d'entité, parce qu'à ce moment, ces énergies-là, quand elles sont beaucoup plus dans la densité, elles sont capables, peut-être dans certains cas, de créer des phénomènes paranormaux, comme par exemple jouer sur l'électricité ou jouer sur la télévision qui va se casser par elle-même, ou des phénomènes de mouvements, d'objets qui vont se déplacer, etc. Et souvent, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai eu des gens qui avaient comme des cas de maison hantée, des cas de poltergeist, et des choses comme ça, et j'ai constaté quand même que ces gens-là étaient évidemment en relation. Tous les cas que j'ai vus, moi, c'était des gens qui avaient des grosses souffrances cachées qui étaient en eux et qui étaient en résonance avec des mémoires, donc qui avaient une certaine souffrance aussi qui était en eux. Et c'est ça, quelque part, qui cultivait les phénomènes paranormaux et qui créait comme des maisons hantées, etc. La démarche que je faisais était toujours la même, décodage, déprogrammation et soins pour libérer les personnes, pour arriver à des résultats qui étaient fort intéressants. Mais j'ai pu constater qu'il y avait toujours ce même phénomène-là quelque part, donc d'identification, et que quand une personne est dans une grosse souffrance, je pense à deux jumelles, entre autres, qui avaient en fait des sœurs jumelles, et ils avaient un secret qu'ils partageaient, c'est que leur père les violentait sexuellement. Alors, c'était ça, quelque part, qui était le secret qu'ils n'osaient pas communiquer à leurs parents, surtout à la mère, parce que quelque part, avec une espèce de lorgnère qu'on s'était mis, on ne voulait pas voir la réalité, et ces enfants-là se sentaient quelque part incapables de communiquer ce qu'elles avaient à dire. Donc, elles ont généré une maison hantée, quelque part, elles ont généré donc des mémoires qui, finalement, venaient d'une certaine façon les violenter. Alors, évidemment, ça personnifiait quelque part la violence qu'elles vivaient dans la réalité terrestre, dans le monde subtil, tout simplement, et il y a des objets qui circulaient à la maison, etc. Alors, vous voyez, c'est tout ça pour vous dire quelque part que les phénomènes d'entités négatives sont quelque part souvent en résonance avec des expériences que l'on vit dans le monde terrestre et qui sont négatives aussi. Donc, il y a un travail d'évolution là-dedans qui se fait. C'est pas toujours négatif, même au contraire. C'est souvent même évolutif quelquefois, ce genre d'expérience-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Virginie, concernant l'histoire de fantômes, mais je te dirais que oui, ça peut exister, les fantômes, dans la mesure qu'effectivement, si une personne vibre à des niveaux de fréquence très, très bas, ben, quelque part, dans sa souffrance, ben, elle va vibrer avec des mémoires très, très basses aussi. Et là, on se rapproche vraiment d'un phénomène comme des fantômes ou des maisons, des mémoires, mais encore là, c'est pas parce qu'à quelque part on peut appeler ça des fantômes qu'on doit dire c'est négatif. On doit simplement comprendre que ce sont des mémoires qui souffrent. Et ces mémoires-là sont plus denses que d'autres parce qu'elles ont moins été capables de quitter le monde terrestre parce qu'elles n'ont pas accompli un certain nombre de choses. Alors souvent, la possibilité de vibrer avec ces mémoires-là nous donne l'occasion de les libérer de leur expérience terrestre et nous donne l'occasion à nous de nous libérer également de l'expérience de souffrance que l'on vit. Donc, il y a quelque chose d'écologique là-dedans qui en résulte également. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions qui viendraient maintenant concernant ce thème-là ou d'autres thèmes, puisque le thème de la conférence était les 11 étapes de l'éveil, mais évidemment aussi, si y a des questions sur les enseignements aussi, vous pouvez le faire, bien évidemment. Et elles peuvent avoir une vie propre. Tout à fait, tout à fait. Elles ont une vie propre. Quand on regarde un champ énergétique, de toute façon, on va toujours observer que les mémoires qui animent le champ énergétique ont une vie propre. C'est-à-dire que moi, si j'ai une mémoire de moi à l'âge de 8 ans, dans mon propre champ énergétique, si je prends le temps d'observer cette mémoire-là, je vais constater que cette mémoire de 8 ans, elle a une vie propre, elle a une certaine autonomie, puis une certaine souffrance qui lui est associée. Et c'est certain que toutes les mémoires ont cette même énergie-là. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de décoder des programmes et soigner pour que justement les mémoires se libèrent, se dégagent et qu'on lui donne l'opportunité effectivement de l'équilibrer davantage. Différence entre mémoire et des éléments psycho-énergétiques. Des éléments psycho-énergétiques. Je ne comprends pas trop bien ta question par rapport à les mémoires et éléments psycho-énergétiques. La mémoire, ça je peux comprendre, mais éléments psycho-énergétiques, ça je ne comprends pas ce que tu veux dire, France. OK, les sous-personnalités, tu veux dire. Ben, il n'y en a pas de différence. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de différence entre mémoire et sous-personnalité psycho-énergétique parce que les sous-personnalités psycho-énergétiques ce sont des mémoires. Ce sont des états de conscience que j'ai en moi. Et ces états de conscience-là vont s'actualiser en moi lorsque je ne suis pas capable de faire face à certaines situations de ma vie et que je vais revivre à quelque part ce que j'ai déjà vécu dans mon passé et ça va prendre possession de moi en fin de compte. Donc, ça rejoint beaucoup le concept de la mémoire. Ça peut même rejoindre le concept de l'idée d'être possédé parce que ces états de conscience-là, c'est comme s'ils prenaient place
dans notre corps d'une façon tellement forte qu'on n'avait plus l'impression de se posséder à ce moment-là. C'est ça un peu l'idée de ça. Quand on fait un soin, doit-on dire à la personne ce que l'on voit, entend et ressent? Ça, Joanne, c'est une question qui se discute, je vais te dire très franchement. Je vais te dire pourquoi. Parce que si je te disais oui à ça, ben, il faudrait d'abord et avant tout déterminer est-ce que toi, tu es à l'aise dans ta perception intuitive. Parce que si tu dis à quelqu'un quelque chose de très flou, ben moi, je ne sais pas, quelque chose de très flou, je te dirais, oui, tu peux lui communiquer, mais ça va être très flou. Si tu dis à quelqu'un, ben je vois du jaune. Bon, c'est sympathique. Si la personne te dit, ah, mais c'est ma couleur préférée, ben ça va être super, elle va être contente, puis tu vas te sentir valorisé, mais ça va pas loin. Alors, c'est certain que si par contre tu dis à des gens des choses qui sont très maladroites, genre par exemple, je vois que ton chakra du cœur est fermé, tu as un manque d'amour, puis c'est de ta faute. Ben là, vous voyez que là, c'est quelque chose, si on communique de cette façon-là, on doit faire attention. Alors, à ce stade-ci, je te dirais, Joanne, que l'important, c'est que tu prennes le temps de le communiquer avec énormément de parcimonie avec ton partenaire et de voir comment ton partenaire va réagir à ce que tu lui dis. Mais c'est très important, quelque part, que tu lui communiques avec une compréhension que tu fonctionnes à trois. Le trois, c'est moi, en tant que je suis thérapeute. Mon client, c'est mon partenaire. Et la troisième personne, c'est mes perceptions. La troisième personne, ce sont mes perceptions. Quand je vais exprimer à mon partenaire ce que je perçois, je vais bien lui faire comprendre que c'est ça que j'ai vu. Moi, j'observe quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? OK? On est dans un point à trois, là. C'est-à-dire, moi, j'observe quelque chose et j'en parle à mon partenaire. Et mon partenaire, lui, peut me dire oui ou non par rapport à ça. Mais on est trois. Je suis pas en train de lui dire j'ai vu ça, parce que c'est une façon un petit peu trop directive. Alors, c'est préférable de dire pendant que j'ai fait ta lecture de ton champ énergétique, voici ce que j'ai vu. Tu vas me dire ce que ça a de l'allure. Alors là, on vous ouvre la porte à l'idée qu'on est dans un mode de communication et on n'est pas Dieu le Père, on n'a pas la vérité absolue, on est dans un mode de communication à trois et c'est ça qui va permettre de la confirmation. Parce que ce qu'on va chercher quand on va parler avec notre partenaire, c'est une confirmation que notre partenaire nous dise c'est vrai ce que tu dis, ou je me reconnais à ce que tu dis, ou ça a bien d'allure ce que tu dis. Donc, ça me permet, moi, d'aller chercher une compréhension supplémentaire et une confiance dans mon processus intuitif. C'est ça, mais ça, je pense que c'est très important, Joanne, de le voir comme ça. Ensuite, par rapport à l'ouverture et à la fermeture des chakras, j'ai constaté que mes chakras bas étaient beaucoup plus longs et difficiles à ouvrir et à fermer. Et plus je montais, plus les chakras étaient plus faciles à actionner. Je te dirais, Virginie, que c'est un classique. C'est pour ça que l'enracinement a été développé dans la tradition chamanique, hein. C'est-à-dire que les trois premiers chakras sont les chakras souvent qu'on néglige en tant qu'être humain. C'est des chakras, il faut comprendre, qui sont très, très grégaires au niveau de la conscience humaine. On parle de chakras vraiment basiques et primitifs. On parle de la sécurité, de la sexualité, de la reproduction, de la pulsion de vie. Euh, on parle vraiment de choses très, très grégaires. Donc, c'est certain que la dimension humaine est beaucoup plus chargée dans les trois premiers chakras que les chakras supérieurs qui sont plus en liaison avec une démarche spirituelle. Donc, souvent, les trois premiers chakras sont des chakras qui sont plus difficiles à faire bouger. Et c'est pour ça, justement, qu'on va prendre bien du temps à bien travailler là-dessus pour consolider nos premiers chakras, pour permettre justement l'enracinement de pouvoir se consolider plus efficacement. Bonsoir Agnès. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine pour notre petit entretien? Puis-je travailler sur une personne à distance sans qu'elle le sache, un peu comme ça a été enseigné par d'autres? J'aimerais ça savoir, j'aimerais ça comprendre ce que tu veux dire, Joanne, par un peu comme ça a été enseigné par d'autres. Moi, je ne crois pas que c'est enseigné par d'autres, ou si c'est enseigné par d'autres, il faut discuter et se questionner sur cette idée-là. OK. Euh, Moi, personnellement, je trouve que faire un soin à distance sans qu'elle sache une personne, c'est intrusif, c'est pas correct, en fait, pour la simple raison qu'on est en train de faire une action comme si on avait du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Même si on le fait avec une bonne intention, c'est pas quelque chose de correct, je dirais, parce que l'important, c'est que notre partenaire soit, d'une part, soit conscient qu'on fasse un soin sur lui et qu'il en ait le désir. Pourquoi je dis ça? Parce que, surtout dans une démarche intuitive, c'est sûr que dans les Reiki, l'aspect énergétique, donc on est moins dans un processus où on fait participer à quelque part l'aspect conscience.
Mais en même temps, moi, personnellement, dans l'éthique de l'école, j'en ai parlé pourtant, ça, je pense, tu me diras si tu l'avais vu, ça, mais j'en avais parlé quand même assez clairement dans les enseignements, Joanne, où je dis clairement qu'il y a une éthique. Et l'éthique, à quelque part, c'est qu'on peut faire un travail à distance sur une personne avec laquelle on souhaite se rapprocher. Sinon, et quand on dit souhaite se rapprocher, ça veut dire qu'on est en résonance avec quelqu'un et, euh, et cette personne-là, quelque part, qui est avec nous, ben, on va justement effectuer donc un travail avec cette personne-là euh, pour l'objectif, en ayant l'objectif donc d'améliorer la relation humaine avec la personne. Donc, c'est ça un petit peu l'idée. On va faire un travail pour justement travailler sur la résonance qu'on a avec cette personne-là. Ça, c'est le seul moment où on va pouvoir faire un travail sans demander l'autorisation à la personne, c'est-à-dire qu'on va le faire sur la dynamique de la personne avec laquelle on est en conflit. Toutes les autres occasions, c'est-à-dire que si, par exemple, un enfant on aurait envie de faire une lecture intuitive à un enfant qui a des problèmes ou je ne sais quoi, on va demander à la personne autorisée si on peut le faire. La personne autorisée, c'est le père, la mère, ou si un parent venait nous dire, j'aimerais ça que tu fasses un travail sur mon enfant, ben, je n'aurais pas besoin de demander l'autorisation à l'enfant pour faire le soin, puisque son parent me donne l'autorisation. Une personne qui est très malade et qui ne peut pas me dire qu'elle voudrait un soin, mais la personne qui est autorisée, qui est responsable, pourrait le faire aussi. Et ça, c'est très simple parce que vous comprendrez un autre aspect là-dedans, qui est très dangereux, moi je trouve, qui est très... c'est que moi, ça m'est arrivé souvent que les gens, dans un enseignement, un matin par exemple, ils venaient me voir et me disaient, Sylvain, je te remercie, tu es venu me faire un soin cette nuit. Puis je leur disais non, je ne suis pas venu te faire un soin cette nuit. Ou oui, oui, je t'ai vu, tu es venu me faire un soin, ça m'a fait beaucoup de bien, je te remercie beaucoup, etc. Alors, vous comprendrez ici que l'on touche les secrets quelque part de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on constate que lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, on peut finalement, pendant la nuit, accéder à travers un rêve ou à travers des perceptions subtiles que cette personne-là, à qui on a confiance, elle va se manifester à nous comme si nos ressources guérisseuses qui sont en nous pouvaient prendre la forme de personnes avec qui on a confiance pour se faire soigner. Et c'est intéressant, mais vous comprendrez que si on commence à dire à ces gens-là, oui, c'est vrai, j'ai été te voir cette nuit, moi la nuit, tu sais, je dors pas, hein, je passe ma nuit à soigner des gens, puis voilà. Ah oui, c'est un truc comme ça j'aurais pu raconter à cette personne-là. Mais vous comprendrez que si on commence à faire ça, on commence à donner à cette personne des signaux, de lui dire, oui, à un moment donné, je pourrais venir je pourrais venir te voir une nuit, puis je pourrais effectivement te faire des attouchements, ou je pourrais te faire des choses qui sont pas acceptables. Tu vois, on commence à jouer avec l'inconscient, et l'inconscient, c'est fragile, c'est sensible, il faut faire très attention, il faut donc faire comprendre aux gens qu'on n'est pas en train on ne va pas être à leur insu, on ne va pas aller les visiter à leur insu. C'est très important de briser ce processus-là parce qu'à ce moment-là, ça ouvre la porte à ce qu'il y ait des fausses interprétations et qu'il y ait plein de choses qui soient complètement farfelues qui puissent en résulter. Donc, c'est pour ça que moi, dans ma pratique, en quelque part, c'est très important et je trouve que c'est pas acceptable de faire un soin à distance sans qu'une personne le sache de toute façon. Je vois pas l'intérêt de le faire. Je pense que quelque part, c'est une forme de on va souvent faire du travail inutile de cette façon-là parce que quelque part, on n'est pas en collaboration avec notre partenaire. Donc, moi, je trouve que c'est pas une bonne façon de le faire. Puis c'est un peu prendre du pouvoir sur quelqu'un et je trouve pas ça acceptable de cette façon-là non plus. Par un coup, ok, la connexion divine, moi je connais, c'est une de mes anciennes étudiantes, mais je dirais qu'à quelque part, ça reste que c'est discutable de faire un travail à distance sans l'autorisation. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je déconseille, surtout avec la démarche intuitive qui amène un élément d'information personnelle sur quelqu'un. Ça peut être vraiment mal vu par des gens, ça aussi. Par contre, à ce sujet, si je ne suis pas dans une optique de faire un travail, mais que les informations me viennent sans que je recherche, qu'est-ce que je fais des informations? Oui, ça, je comprends bien, Agnès, que ça peut arriver. Euh, c'est un problème, ça aussi. C'est un problème, ça aussi, parce que si tu peux avoir une information sur quelqu'un par rapport à quelqu'un et tu pourrais aller voir la personne et lui dire ce que tu as perçu et elle pourrait t'envoyer promener en te disant mêle-toi tes affaires. Elle ne pourrait ne pas accepter, ne pas. Alors, c'est là qu'on utilise, moi, j'aime bien utiliser. C'est parce que l'idée là-dedans, c'est que si on est dans l'ego, on va dire ah, mais tu sais, j'ai eu des informations à ton sujet. Ça, c'est de l'ego qui va parler. Et là, on risque que notre partenaire se protège et se méfie de nous parce qu'il va se dire, mais si tu as eu d'informations aujourd'hui, tu vas en avoir peut-être demain puis après-demain, donc je vais toujours me méfier de toi quelque part. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de dangereux.
Donc, si on est dans une position, si on a une information à quelqu'un qu'on devrait transmettre et qu'on juge que c'est important de lui transmettre, ben moi, je dirais, mais tu sais, c'est drôle, hein, hier, j'ai eu une pensée, j'ai eu une information qui m'est venue. À quelque part, il faut que je te raconte parce que c'est vraiment spécial. Puis on lui dit pas rien que ça s'adresse à elle. Hein. On fait juste lui raconter. Et là, on lui laisse trois petits points à la fin en disant c'est drôle, hein, c'est ça que j'ai vu. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que j'ai eu, mais là, la personne pourrait très bien nous dire ben ça n'a aucun sens, ou elle pourrait nous dire ah, ben, c'est intéressant ce que tu dis, ça me touche parce que ça correspond à des choses qui me parlent par rapport à ma vie. Vous voyez, alors, c'est là qu'on ouvre la porte à quelque part où on laisse le soin à la personne de s'approprier l'information ou pas. Et ça, je pense que quelquefois, ça peut être plus intéressant que de chercher à vouloir se mettre dans une position où on se dit, j'ai la vérité, j'ai une information sur toi, voici la vérité. C'est quelque chose qui va souvent mal passer quelquefois. Ça peut bien passer chez certaines personnes, mais dans d'autres cas, ça va moins bien passer. Et sachez aussi que si vous dites à la personne que vous avez une information sur elle aujourd'hui, elle va peut-être être tentée de vous demander régulièrement si vous en avez reçu aujourd'hui, après-demain, et ainsi de suite. Donc, on tombe dans quelque chose, encore une fois, où la situation peut ne pas être très claire à ce moment-là. C'est cela que je voulais dire. Des personnes nous appellent pour nous dire qu'une telle personne est malade. Ils nous demandent de faire un soin pour la personne. Est-ce que tu donnes des conférences pour le Québec ce soir? Oui, oui, je devrais donner une conférence ce soir, oui, au Québec. S'il y a des gens, parce que la dernière fois, il y avait très peu de monde, alors je vais être là quand même au rendez-vous ce soir. Pour répondre à ta question, Joanne, c'est-à-dire que si une personne te dit qu'une telle personne est malade, il nous demande de faire un soin pour la personne. Pourquoi il nous demande de faire un soin pour la personne? Moi, je ne comprends pas. Si la personne est malade, elle peut, à moins qu'elle soit très malade, mais elle peut prendre le téléphone et elle peut nous dire, ben oui, c'est vrai, je suis malade, j'aimerais ça que tu me fasses un soin. Déjà, c'est différent. Là, on tombe dans un processus où quelqu'un voit qu'une personne est malade et parce qu'elle voit qu'elle est malade, elle nous dit, tu devrais la soigner. Moi, je trouve quelque part que, tu sais, Jésus, par exemple, quand il allait soigner des gens, il soignait des gens parce qu'effectivement, des gens manifestaient la foi et manifestaient un désir d'être soignés. Et lui-même le disait que quelqu'un qui n'a pas la foi, ou quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui n'a pas envie de guérir, ben, il ne guérit pas. Donc, vous voyez que quelque part, quelque chose là-dedans qu'il faut comprendre, là, c'est que moi, je veux bien soigner quelqu'un, mais si je commence à soigner tous les gens qui sont malades sur Terre actuellement, j'arrêterai jamais. Donc, je dois être capable de bien identifier justement la demande qui m'est faite. La demande qui m'est faite, c'est que la personne qui est malade, si elle a un besoin, qu'elle m'en fasse part. Donc, si une personne me dit, ben, telle personne est malade, et nous demande de faire un soin, ben, on devrait peut-être lui dire, ben, regarde, si cette personne est malade, qu'elle m'appelle, ça va me faire plaisir de faire un soin. Déjà, c'est différent. On est dans un processus où la personne est responsable à ce moment-là. En général, je ne dis rien. Ce que je me demande, c'est plus comment ça se fait que je perçois des informations qui viennent spontanément. En fait, compte, c'est une question de résonance, Agnès, encore une fois. C'est-à-dire que quand on a une réflexion, par exemple, si je pense à quelqu'un, ben c'est possible en me mettant en relation avec la personne sans que je le veuille nécessairement que j'ai des informations sur elle. C'est possible. Alors maintenant, il y a une question là-dedans de dire c'est quoi ma responsabilité par rapport au message que j'ai reçu. Je pourrais très bien me dire j'ai reçu des messages, mais bon, c'est pas important, j'ai pas envie de le communiquer, je me sens pas à l'aise avec ça, puis je la laisse passer. Ou je peux dire c'est l'information que j'ai, mais il me semble que c'est significatif, ça pourrait être intéressant pour la personne, et c'est là qu'il faut justement le présenter d'une façon qui soit très cool. Comme j'ai présenté, moi, raconter une histoire. Hein, j'ai vécu telle chose, j'ai eu tel flash ce matin, telle idée ce matin, ou telle. Et là, on en parle avec la personne, puis on voit comment elle réagit à ce moment-là. Oui, oui, tu peux, ma nièce, tu peux faire ce que tu veux. Hein, il n'y a aucune règle par rapport au Québec et à la France, donc tu peux être là si tu veux bien être présente. Mais évidemment, la conférence n'aura pas, elle ne sera pas représentée au Nouveau-Québec. Hein, c'est-à-dire que je vais simplement euh, faire un résumé très court, puis ensuite, j'ai invité les gens à suivre la conférence qui a été mise sur YouTube qu'on a fait aujourd'hui. Joanne, on dirait que c'est une coutume qui s'est installée depuis plusieurs années, un peu comme pour le New Age. Là, tu fais référence à des soins à distance, Joanne, parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis ça. Oui, je vois en général, je note l'information et parfois un moment se présente où l'échange se fait. Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense que ces stratégies thérapeutiques dans l'enseignement, ce qui est proposé souvent dans la démarche intuitive, c'est que il y a ce que j'appelle des, tu sais, comme par exemple, il était une fois, tu sais, c'est comme dire, ah, ben c'est drôle, hein,
comme je disais tantôt, c'est que toi, ce matin, j'ai eu un flash, j'ai eu une idée quelque part qui m'est venue, puis je trouve ça intéressant. Puis ce qui est drôle, c'est que cette information-là que j'ai, là, ton nom est venu avec ça. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Alors, là, on donne pas, tu sais, on n'a pas la prétention de se dire qu'on a capté quelque chose de particulier. On est juste en train de lui dire de partager quelque chose. Et notre partenaire peut se positionner à ce moment-là très librement, puis dire oui ou dire non. Puis nous, on n'a pas à vouloir le convaincre. On a juste à voir comment il reçoit ça. Puis voilà, on a fait notre travail en quelque sorte. Ouais, mais Joanne, effectivement, peut-être que c'est possible le cas, mais moi, je te dirais quelque part qu'on vit dans un ère où l'idée de soigner quelqu'un, finalement, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de le faire dans des conditions où la personne collabore et participe. C'est clair, net et précis. Et quand on n'a pas cette collaboration avec notre partenaire, ben quelque part, on est en train de faire un travail que, tu sais, mettons, je donne un exemple. Tu fais un travail sur une personne, elle se sent beaucoup mieux, puis quelques semaines plus tard, tu lui dis que tu as fait des soins 3 fois par semaine, 3 fois par jour sur elle pendant 2 semaines, puis tu as l'impression que c'est ça qui l'a aidé. Ben, tu sais, la personne, quelque part, elle entend ça, puis elle se dit, OK, je te remercie, mais en même temps, elle n'est pas à l'aise. Parce qu'elle se dit, OK, cette personne-là a fait ça pendant 3 semaines sur moi, puis à un moment donné, elle pourrait donc faire des soins à mon insu, à tout moment. Alors, je vais me sentir mal à l'aise, je vais me sentir inconfortable. Moi, je donne souvent l'exemple, hein, j'avais été à un repas de Noël, une personne était à côté de moi, et cette personne-là n'a pas parlé de la soirée, alors que je la connaissais pourtant, et j'essayais de parler régulièrement avec elle pour avoir un peu de plaisir, parce que c'est une soirée de Noël, je voulais que ça soit léger. Et elle n'a jamais voulu communiquer avec moi. J'ai su plusieurs semaines plus tard qu'elle ne voulait pas communiquer avec moi parce qu'elle était convaincue que si elle ouvrait la bouche, j'allais voir en elle. Elle avait peur que je lise en elle. Alors, vous voyez que l'être humain n'aime pas quelque part qu'on soit capable de lire en elle si on lui a pas demandé ça ne nous a pas demandé son autorisation. Donc, je pense que c'est très important de respecter ça. Ça touche vraiment quelque chose d'intime. Hein? C'est un peu comme si j'ai besoin quelque part de te donner l'autorisation, ça me donne un pouvoir de choisir si je veux ou je ne veux pas recevoir l'information. Et je pense que c'est important d'avoir cette information-là en tête. Ça touche vraiment l'éthique et le respect aussi de l'être humain également. Et on ne se prend pas pour quelqu'un de supérieur dans une position comme ça, puisqu'on respecte l'autre, on ne va pas commencer à l'explorer inutilement là, pour ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur le thème de la conférence de ce soir ou sur d'autres sujets? Pour le travail sur les chakras, est-ce qu'on doit travailler de manière systématique, ordonnée, ou bien, comme je le pense, de manière intuitive, c'est-à-dire comme ça se présente? Moi, j'ai tendance à te dire que les deux sont bien. Hein? C'est-à-dire que je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a effectivement une structure de manière systématique ordonnée qui est proposée en enseignement. Par contre, dès qu'on commence à aborder la pratique, c'est sûr que la pratique, si elle est intuitive, moi je vais valoriser l'aspect intuitif. Donc, l'aspect intuitif va moins mettre en évidence un côté systématique de travail, de technique, d'ordonnation, d'ordonnance. C'est beaucoup plus intuitif. Alors, je pense que la pratique intuitive, elle demeure intuitive, elle demeure finalement quelque chose qui se fait comme un processus vivant, mais en même temps, la structure, la manière systématique va nous aider à laisser à créer un espace de logique, je dirais, pour faire un travail sur les chakras. Et à l'intérieur de ce travail-là, il va y avoir plein d'informations intuitives qui vont nous amener donc à se laisser guider par le processus intuitif à ce moment-là. C'est ce que je te répondrai, Agnès. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est ça, en fait, juste un peu perdu, mais en fin de compte, ce qui est important, Agnès, c'est que la structure, en fin de compte, tout l'aspect systématique, c'est un peu comme les balises. À l'intérieur des balises, tu te laisses porter par l'intuition. Mais la structure, c'est un peu comme te donner une référence pour fonctionner. Comme la lecture sur les chakras, ben finalement, on va commencer avec le chakra racine. Il y a un certain nombre de techniques qui sont proposées. Ensuite, on passe au chakra sacré, ainsi de suite. Donc, il y a une structure. Sauf qu'en même temps, à l'intérieur de la structure, il y a plein d'informations possibles qui vont se manifester. C'est ça qui va amener le côté plus intuitif à ce moment-là. C'est ça, voilà. Côté technique et côté intuitif, justement, c'est la combinaison des deux qui va nous permettre de développer une bonne aisance dans la pratique à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer? Du coup, je peux suivre et savoir comment j'aborde ce qui se présente. Donc, c'est très bien, c'est très bien.
Donc, si vous voulez bien, je pense que je vais donc m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Alors, je vous remercie pour le petit webinaire, mais merci Virginie, tant mieux. Alors, je pense, je vais penser pour les cheveux blonds, hein, comme tu me l'as proposé. Et puis donc, je vais enregistrer ça, donc je vais vous mettre ça sur YouTube demain, probablement, si je suis capable, s'il n'y a pas de problème technique. Et puis, vous pourrez donc visionner le petit webinaire si ça vous intéresse, y revenir dessus. Il y a le webinaire de ce soir, donc à 18 heures, heure du Québec, à minuit, heure de France. Vous voyez comme je suis un peu maniaque, puisque là, je suis en France, donc c'est à minuit. Donc, je vais faire un petit entretien pour répondre aux questions surtout, puisque le thème de la conférence est toujours présenté dans un deuxième temps comme au Québec, c'est plus comme un genre de petit truc très simple que je vais mettre. Et la conférence a plus lieu donc, pour les Français. Donc, le visionnement de la conférence est proposé à ce moment-là pour les gens du Québec. Alors, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Et donc, bonsoir Elisa, Agnès, Virginie, Nathalie, Joanne et tous les autres, en fin de compte, qui ont pu être là. Alors voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Ah, c'est vrai, pendant que j'y pense, le prochain webinaire, la semaine prochaine, vous allez recevoir un mail demain, mais probablement que demain, le prochain webinaire de la semaine prochaine, attendez, c'est bien, oui, c'est ça, la semaine prochaine, moi, je vais donner une émission, je vais faire une émission de radio. Donc, ça va être déplacé à une autre journée de la semaine. Je vous enverrai ça demain de toute façon, vous verrez les dates. Il va y avoir donc deux changements, deux petits changements dans ce mois-ci. Ce ne sera pas toujours le lundi, parce que je donne deux émissions de radio durant le mois d'avril à la radio. Donc, ça va être déplacé dans d'autres journées de la semaine. Vous aurez l'information demain sur le form, dans un mail que j'adresse à tous les membres du site du blog de l'école. D'accord? Donc, je vous remercie et très belle fin de soirée. Au revoir.